Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire du coaching du coureur. Je suis Nicolas Bourron, je suis kiné de formation, entraîneur en trail et en course à pied et aujourd'hui responsable du développement de l'entité coaching du coureur en Europe et c'est moi qui ai le plaisir d'animer ce webinaire ce soir. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de renforcement musculaire et de course à pied et nos trois invités du jour ne sont autres que trois de nos quatre coachs du club de trail actuellement, où depuis début janvier, on a mis le focus sur le renforcement musculaire. On a beaucoup de choses à voir ce soir. Ça va être un contenu très riche, très dense. J'ai animé quand même pas mal de webinaires pour coaching du coureur. Je pense que c'est un de ceux qui a été le plus travaillé, donc j'ai vraiment hâte que nos intervenants puissent nous partager toutes leurs connaissances. On va passer tout de suite aux présentations de tout le monde. Oui, Donc, dans un premier temps, on va accueillir Antoine Lenné, qui est notre coach au ça sein de fait longtemps coaching du quoi. coureur, kinésithérapeute du sport, expert en pathologie de la course à pied et du trail. Mais c'est aussi un athlète et un athlète de très haut niveau puisqu'il a aujourd'hui le statut d'athlète élite. Salut Antoine, comment ça va? Moi qui l'a bugué, donc vas-y, passe à moi. Eh ben voilà, Antoine, il a bugué, on l'a perdu. On le récupérera juste après. Et ben moi dans la suite, du coup c'est Nicolas Vandel que je vais présenter Oui. en deuxième position. Nicolas qui a aussi de multiples casquettes puisqu'il est préparateur physique, coach du 10 km à l'Ultra Trail, mais aussi auteur, podcasteur et formateur. Vous pouvez le retrouver évidemment sur son podcast Endurance 30 et sur ses médias sociaux sous le nom d'Agile Training. Salut Nico, comment ça va? Salut Nico, bonjour à tout le monde. Je suis content d'être là. Ça va faire plaisir de partager. Pour le résumé, on va pas parler le palmarès, mais j'ai eu un tracteur qui va ni vite ni longtemps, mais assez vite longtemps. Donc je suis aussi coureur mais dans une pratique où je me fais plaisir. Ça marche, enchanté puis ravi de t'avoir avec nous ce soir. Notre troisième et dernier invité, c'est Flavien Gay, qui est également enseignant de PS, préparateur physique et athlète polyvalent hybride. Avec Nico, ils sont tous les deux fondateurs de Renfo pas à pas, et c'est justement cette méthode Renfo pas à pas qui est venue intégrer le club de trail. Salut Flav, comment ça va? Salut tout le monde, bah, écoute, ça va très bien, ravi de faire partie là de ce webinaire. Donc, je me présente très rapidement, effectivement, moi je suis préparateur physique depuis quelques années, essentiellement dans le rugby, là actuellement au sein du Racing 92, chez les féminines depuis quelques années là. Et donc en parallèle, je me spécialise aussi et je m'intéresse de très près à la course à pied. Et, euh, et donc, ben C'est voilà, moi, mon ordi fonctionne plus. Mon On ordi, l'a remarqué, il a planté, total. Les joies du direct. c'est on beau. a Et remarqué. donc J'ai plus voilà. d'ordi. Bah ouais, parce que On t'entend Antoine, en tout cas. Je sais pas si toi tu nous entends, mais on t'entend. Donc c'est écoute, incroyable ça. coupe peut-être ton micro et puis quand tu nous écris quand tu as retrouvé un petit peu de la connexion. On va passer tout de suite au sommaire. Donc ce soir, comme je l'ai dit en introduction, on a beaucoup de choses à voir. On a décidé de prendre une structure où, dans un premier temps, dans une première partie, on va essayer de faire une synthèse un petit peu de ce que dit la science, quelles sont les données probantes autour du renforcement musculaire et de la course à pied, quelles sont les modalités, à quoi ça sert, quand le faire, quels exercices faire. Et dans un second temps, par contre, on s'intéressera surtout à la pratique. Comment est-ce qu'on met en place des séances efficaces, comment on se sert justement des données scientifiques pour améliorer notre pratique en tant que coach. Donc, il y aura des exemples concrets de séances, des exemples concrets de planification, et puis on essaiera de conclure tout ça avec des échanges, des questions-réponses. Vous avez évidemment l'onglet du chat qui est ouvert. Vous pouvez poser des questions. Moi, au cours du webinaire, je vais essayer de regarder ce qui se dit dans le chat pour noter certaines questions qu'on pourra reprendre à la fin. Et pour tous ceux qui, par exemple, n'arrivent pas à se connecter ou doivent partir à un moment, ne vous inquiétez pas, le webinaire est enregistré et il sera rediffusé sur notre site web, sur la chaîne YouTube, il sera repartagé un peu partout, donc vous y aurez accès sans aucun souci.
On attaque cette première partie avec donc là cette partie scientifique et c'est donc à Flavien que je vais laisser la main pour attaquer. À toi Flav. Ouais, merci. Donc ouais, là on a décidé là sur ce webinaire en fait de partir un peu de la science, de ce qui se dit. Ça, il y a énormément de choses qui fleurissent en termes d'études, et donc on a décidé quand même de faire un bref tour d'horizon de ce qui pouvait de ce qui pouvait sortir, aussi bien en faveur du renforcement musculaire qu'à l'inverse. Et donc, de partir de ça pour aller vers le concret. Donc, on va passer assez rapidement là-dessus. N'hésitez pas par la suite, si vous voulez qu'on revienne sur certaines études ou qu'on approfondisse, il n'y a pas de problème. Là, l'idée, c'est vraiment d'en extraire les choses essentielles vraiment à retenir. Donc, déjà, le premier point, c'est qu'effectivement, toutes ces études, elles ont l'intérêt d'effectivement de nous aiguiller, de nous mettre un cadre, mais il y a pas mal de limites. Déjà, les premières limites, bah, c'est forcément le nombre de participants aux études, on va dire le niveau. Souvent, c'est assez restrictif et donc délicat d'en tirer une généralité. La deuxième chose, c'est forcément les durées. On est souvent sur des durées de 8, 12 semaines. Donc, est-ce que les évolutions, est-ce que les progrès ou non sont réellement significatifs? On peut s'en interroger. Euh, Autre chose, c'est que souvent on a tendance à comparer un groupe témoin qui ne ferait pas de renforcement musculaire, un groupe qui ferait du renforcement musculaire, donc une autre activité. Et donc, à la fin, on en sort des règles, on en sort des principes en disant que le renforcement musculaire permet de. Mais bon, est-ce qu'on n'est pas dans un biais parce que les athlètes ont une nouvelle activité, donc on a quand même une forme d'adaptation à une nouvelle activité qui serait une nouvelle pour ces athlètes. Mais si on leur propose, et sans paraphraser Nico, une autre activité, est-ce que les résultats ne seraient-ils pas les mêmes? Et donc, en fait, on attribue des bienfaits, des progrès à la muscu ou au renfort, alors que peut-être une autre activité aurait permis des résultats semblables. Donc voilà, ça aussi parfois affiné en termes de méthodologie. Et puis enfin, les tests, quel type de test pour vraiment attribuer la réussite ou non de l'étude. Donc voilà. En gros, les études sont intéressantes pour nous donner un cas, nous donner des pistes et parfois pour valider certaines choses, mais attention à ne pas tout prendre au pied de la lettre. La première étude que j'ai voulu prendre, justement, c'était un peu pour me faire mentir sur ce que je viens de dire, c'est qu'elle prend quand même pas mal d'athlètes et surtout sur une durée assez longue, 12 mois. Donc là, on s'intéresse justement au renforcement du pied. Et donc, on s'intéresse à 118 coureurs amateurs, donc en plus sur des domaines assez variés, du court au long, euh, avec bah, un suivi autour de l'année, ce qui est quand même pas mal et ce qui n'est pas souvent le cas. Et donc, cette étude, elle nous dit que les coureurs ont quand même 2,4 fois moins de blessures, donc avec un programme de renforcement musculaire. Donc, il semble y avoir une corrélation donc, positive entre l'augmentation de la force du pied et le délai des premières blessures. L'effet protecteur, ça c'est vraiment ce qui est important, c'est que ça semble apparaître entre 4 et 8 mois après le démarrage de l'entraînement. Ce qui est intéressant, ce qui nous laisse quand même penser qu'il y a quand même un minimum de pratique pour en tirer des bénéfices. Et donc, la question, c'est effectivement quand on réalise des études sur 8-12 semaines, voilà, est-ce qu'on peut réellement en tirer une conclusion? Donc pareil, je passe très rapidement sur les limites de l'étude, mais on ne fait pas la distinction entre les différents types de blessures. On n'a pas creusé réellement de manière biomécanique à quoi étaient attribuées les blessures et donc quelle était la corrélation réelle avec le renforcement réalisé. En tout cas, ce que l'on peut en sortir, c'est que il y a quand même une corrélation entre le risque de blessure et donc la pratique du renforcement. Et donc, bah, quelqu'un qui se blesserait moins, c'est quelqu'un qui passe plus de temps à l'entraînement et donc qui peut davantage progresser, même si effectivement il faudrait davantage creuser. Une deuxième étude s'intéresse donc au renforcement musculaire sur des moyennes distances à longue distance, donc chez les athlètes. Et donc, bon, une étude randomisée sur des coureurs de demi inférieurs donc à 1500 mètres et un entraînement en force avec groupe témoin et donc des pratiquants sur le renforcement musculaire. Et donc les résultats, c'est que l'entraînement en charge de lourd
permet justement une amélioration de la performance. Ce qui est intéressant sur cette étude, c'est surtout la combinaison entre la charge lourde et la charge sous-maximale, à savoir dans l'entraînement en pliométrie. Donc, c'est-à-dire que la combinaison des deux semble avoir le plus d'intérêt sur justement les progrès pour la course à pied. Et on peut regarder que la pliométrie, juste uniquement la pliométrie, ne semble pas avoir d'effet significatif. Et donc, quelque part, le fait qu'il n'y ait aucun impact derrière, si on regarde sur les déterminants physiologiques, sur justement tout ce qui est VO2 max, les différents seuils, c'est qu'on est bien sur des paramètres plutôt mécaniques. Et donc, ça semble quand même en faveur le renforcement musculaire vers une amélioration quelque part un peu de l'économie. Donc maintenant, la question, c'est de savoir bah, qu'est-ce que la charge lourde, qu'est-ce que la pliométrie, pourquoi combiner les deux et comment. Donc ça, ce sera dans un deuxième temps, on en parlera avec Nico. Encore une fois, les mêmes limites sur l'hétérogénéité pardon, du public, à savoir bah, parfois que des hommes, parfois que des femmes, parfois que des amateurs, parfois que des athlètes aguerris. Voilà, donc difficile encore une fois de généraliser. Des biais de publication, parce que lorsqu'on réalise une méta-analyse, on a quand même quelque part une forme de sélection des études. Donc, bah, quelles études on sélectionne, quelles études on garde par rapport à ce que l'on veut montrer ou non. Donc, ça encore une fois, c'est aussi à mettre en avant. Et donc, je le disais, sur l'hétérogénéité en termes de genre aussi également. Ma troisième étude, donc toujours pareil, en faveur quand même du renforcement musculaire pour la course à pied. Et ben là, sur cette étude, encore une fois, on vient comparer l'entraînement juste sur le plan de l'endurance de vitesse, donc un entraînement plutôt spécifique course à pied, avec l'association d'un travail en résistance. Donc la comparaison de ces deux groupes. Et donc, quels sont les impacts sur la performance, l'économie de course, et quelles sont les adaptations musculaires. 23 coureurs masculins. Là, je vous laisse déjà tirer quelques conclusions sur les limites. Et donc, un entraînement d'un groupe témoin sur un entraînement habituel de course à pied et un groupe plutôt intensif où on a justement combiné un travail de renforcement musculaire. 8 semaines d'intervention. Et après, on vient prendre donc différentes évaluations, ce que je trouve intéressant. Un 10 km, un 5, un test, donc un yo-yo. Donc là, c'est la version numéro 2 du yo-yo. Et donc, on vient aussi regarder les différents paramètres métaboliques de l'économie de course. Donc, l'évaluation est plutôt complète. Euh, Ce qu'il en ressort, c'est quand même il y a des améliorations de performance, notamment sur l'économie de course, des adaptations musculaires, mais par contre, aucune modification au niveau métabolique. Donc, ça veut dire que l'entraînement associé avec un renforcement musculaire a un impact positif sur l'économie de course, a un impact positif sur la dimension musculaire, mais par contre, aucun impact sur la dimension métabolique, ce qui est finalement un peu logique. Je veux laisser les slides comme ça. Si vous avez besoin d'y revenir par la suite, n'hésitez pas. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Je laisse la main là, cette fois-ci à Nico, qui lui va prendre peut-être le pendant un peu inverse des bienfaits du renforcement musculaire en course à pied. Et puis voilà, si vous voulez revenir sur certaines études et approfondir, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Eh ben, je prends le relais. Bonjour à tout le monde, ou rebonjour en tout cas. En tant que jurassien, j'ai un peu la tête dure, hein. Je pense que c'est comme les Québécois qui nous écoutent. Donc, j'aime bien amener de la nuance. Donc, la première chose, c'est de parler de la fameuse étude de Seller, justement, sur la hiérarchie des besoins dans l'entraînement d'endurance. Donc, je vous la présente dès que la slide est passée. Lui, ce qu'il avait regardé, c'était des sportifs de haut niveau dans des disciplines variées, en ski de fond, en aviron, en course, en cyclisme. Il y a un peu de sportifs amateurs dans l'étude, mais c'est surtout sur le haut niveau. Et ce qu'il avait retenu de la pyramide, et c'est mon introduction pour la Suisse, c'est qu'en ce qui concerne la performance, les facteurs centraux sont surtout inhérents à l'entraînement spécifique, notamment avec la fréquence et le volume d'entraînement spécifique, mais aussi l'entraînement à haute intensité. Donc ça, si on parle de performance, la base, c'est de s'entraîner de manière spécifique. Et je voulais introduire par là, bien évidemment. Deuxième point, en fait, c'est la relation entre la biomécanique et l'économie de course. En fait, il y a une revue systématique qui est super intéressante, qui a été faite sur le sujet. Donc, je vais vous la présenter après derrière. Je laisse Nico passer.
Donc cette revue systématique et méta-analyse, elle portait sur 51 études, donc il y en avait pas mal, et elle s'intéressait à l'économie de course. Donc l'économie de course, c'est la quantité d'oxygène ou d'énergie nécessaire pour courir à une vitesse donnée à l'état stable, pour faire simple quand on parle de ça. Et donc pour passer à la suite, je laisse Nico passer. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une association faible à modérée de l'oscillation verticale sur l'économie de course. De la rigidité verticale et des jambes, quand elle est plus élevée, il y a une association faible à modérée sur l'économie de course. Alors, la rigidité, c'est la capacité à résister à la déformation et à agir comme un ressort, comme on le, pour qu'on constitue le débat. Et aussi, la fréquence de foulée plus élevée, elle avait une association faible par rapport à l'économie de course. Donc ça, c'est le premier point à comprendre de cette étude-là. Vous comprendrez où je veux en venir après. Le deuxième point, c'est qu'il y a peu d'association en fait entre le temps de contact au sol, le temps de vol et le duty factor. Donc c'est le rapport entre le temps de contact au sol et le temps de foulée. Les angles articulaires à des moments spécifiques du cycle sont peu associés à l'économie de course aussi. Les forces de réaction verticale maximale sont aussi peu associées et l'amplitude de mouvement est aussi peu associée à l'économie de course. Donc quand on a vu ces points-là, on s'intéresse à la conclusion de l'étude. C'est-à-dire qu'elle va donner directement à la conclusion, on retrouvera dans la slide. C'était les auteurs, je l'ai repris tel quel. Dans l'ensemble, le résultat montre que les variables mécaniques peuvent expliquer 4 à 12 de la variance interindividuelle lorsqu'elles sont considérées isolément, et cette ampleur augmente potentiellement lors de la combinaison de différentes variables. Donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que quand on s'intéresse à l'économie de course, pas forcément aux manières de l'améliorer pour l'instant, isolément, ces facteurs-là, il n'y définit pas grand-chose, mais c'est des perspectives sur lesquelles creuser avec un choix varié d'outils. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut, on peut pas partir d'un principe en disant ceci améliore l'économie de course, puisque l'économie de course, en fait, elle est dépendante de plusieurs facteurs qui vont jamais travailler isolément. Et je trouve que c'est un angle qui est important d'avoir, de prendre en tout cas quand on va consulter une étude et notamment ses conclusions. Est-ce que tu veux que je revienne sur la slide précédente, Nico? Ouais, on peut revenir derrière. C'est les pistes qu'ils avaient données. Ils s'étaient dit, ben, en fait, isolément, il n'y a pas un facteur qui agit dessus. Par contre, qu'est-ce qu'on peut pousser par rapport à la méta-analyse? Eux, c'est les pistes, c'est pas les miennes de l'étude. L'angle de flexion maximale du genou, l'amplitude du mouvement de la hanche. Ils se disaient, parce qu'il y a aussi des tests, il y a aussi beaucoup de tests EMG qui ont été pris dans la méta-analyse. L'activation du vaste latéral et du droit fémoral, est-ce que c'est pas une piste pour augmenter ça? Est-ce que la question est, en fait, elle est centrale dans tout le renforcement musculaire, enfin dans tout l'entraînement, pardon, sur l'économie de course. Est-ce que l'entraînement ciblé visant à modifier les composantes isolées de l'économie de course, est-ce que c'est finalement plus efficace que l'auto-optimisation en essayant d'adapter nous-mêmes la foulée, en essayant d'adapter pas mal de choses au relief du terrain, au niveau, etc., etc. Donc je trouvais que les pistes qu'ils donnaient étaient vraiment intéressantes de ce point de vue-là, par exemple. Parfait. Et la dernière étude, toujours un peu tête de mule, en fait, ils ont fait une étude randomisée sur la prévention des blessures, en fait, sur 720 coureurs débutants qui préparaient le marathon de New York. Je crois que l'étude a 4-5 ans, c'est assez récent. Donc, les points clés à retenir, il y avait un groupe avec du renforcement musculaire et un groupe sans renforcement musculaire sur 12 semaines. Le groupe renforcement musculaire, il faisait 10 minutes de renforcement musculaire 3 fois par semaine avec un programme qui gérait en autonomie sur du gainage, le tronc, le corps, les quadriceps et les abducteurs, pardon. Et donc, ce qu'on a noté, c'est que ce que les auteurs ont relevé, c'est qu'il n'y a pas eu d'incidence sur les blessures, qu'elles soient graves ou légères, ni sur le chrono avec ou sans renfort. Premier point. Ce que je note qui est important, et on y reviendra par la suite aussi, c'est que 75%, même s'il n'y a pas eu d'incidence sur les blessures, ils ont trouvé ça bénéfique et 67% ont prévu de le continuer après le marathon de New York finalement. Mais en tout cas, 10 minutes, 3 fois par semaine comme ceci, ça n'a pas d'incidence sur la prévention des blessures. Je vous le partage, on n'a pas besoin d'aller dans le détail dessus, mais quand on lit une étude, je pense qu'il faut lire les appendices, il faut lire l'étude en entier et pas seulement la conclusion. Donc moi, je m'étais aussi intéressé à ce qu'il leur a fait faire en termes de renforcement musculaire, parce que souvent dans les études, on parle de résistance training, mais ça veut tout et rien dire.
Et en fait, finalement, c'est des trucs qui étaient très basiques, à poids du corps, avec pas d'évolution dans le programme sur les 12 semaines. Donc la question qu'on peut se poser et la conclusion que j'en ai, c'est pas que le renforcement ne sert à rien dans la prévention des blessures, c'est quel type de renforcement on va faire, quand on va le faire, est-ce qu'on va avoir une progression là-dedans comme en course à pied finalement. Donc là, on voit ce qu'ils ont prévu, il y a 9 minutes, et c'est très 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 basique. Donc la conclusion, dans la première étude interventionnelle d'un programme de musculation destiné aux coureurs se préparant à un marathon, le programme de musculation autodirigé n'a pas entraîné de diminution significative de l'incidence des blessures ni d'amélioration du temps moyen à l'arrivée. C'est la conclusion des auteurs et moi ce que je peux en tirer de ça, c'est qu'en fait un programme de 12 semaines basique et répétitif, on fait toujours la même séance, en tout cas de ce que j'ai vu dans l'étude, à poids du corps, ça n'a pas d'incidence sur les blessures ni sur la performance. Mais par contre, ça suscite l'adhérence des gens qui l'ont pratiqué. Et là, si Antoine est revenu parmi nous, mais j'ai l'impression que oui, je vais laisser Antoine donner son point de vue en tant que kiné sur ce qu'on a pu dire par rapport aux études sur le renforcement musculaire, par exemple. Bonjour tout le monde. Donc, je suis revenu, c'est bien, j'avais pas trop besoin de parler avant, donc Il est on n'a malin. rien loupé. Aujourd'hui, dans la kiné, alors ça va être assez rapide, je vais essayer de synthétiser en 2-3 minutes sur la kiné, donc vous m'excuserez les raccourcis, mais le mot d'ordre actuel sur les pathologies musculo-squelettiques en course à pied, ça va être vraiment le renforcement plutôt en charge lourde, avec une maîtrise des composantes contractiles du muscle, donc isométrique, concentrique, excentrique, avec un travail soit endurance de force, hypertrophie ou de la force. Ça demande quand même au kiné une base de musculation et de connaissances sur la musculation. On va aussi souvent dans une rééducation du PPG vers enfin, de la préparation physique générale avec jouer sur le muscle pour aller vers le spécifique sur le mouvement à la fin de la rééducation pour le réintégrer dans son sport. Donc là, ici, dans la course à pied. Donc une remise en contrainte physique et cognitive lors de la rééducation. Donc j'avais bien aimé, j'avais pas retrouvé, mais le tweet de Jill Cook, je pense qu'il y a 2-3 ans, qui disait qu'un kiné devait aller forcément soulever des barres en salle de musculation. Bon, c'était peut-être un peu extrême, mais je trouve que le tweet était assez intéressant. Et en effet, maintenant en kiné, ne pas faire de musculation semble un peu ancien. Ensuite, moi, j'aime bien dire à mes patients qui viennent sur des pathologies de la course à pied que oui, le renforcement va aider dans le soin, dans la rééducation, mais il faut bien comprendre que ce qui blesse pour une grande majorité des cas, donc il y a eu des études sur 85-90% des cas, c'est la charge d'entraînement. Donc, le renfort va aider, pourquoi pas de commencer à l'intégrer à ce moment-là, mais si on n'agit pas sur la charge d'entraînement, sur ce qui s'est passé en amont, on va pas forcément aider l'athlète. Donc, ça va tout de suite nous emmener sur la seconde partie, le terrain, et comment on intègre ça chez nos athlètes pour pas qu'ils se blessent et pour qu'ils soient performants. Parfait. Merci à tous les trois pour cette première partie. Effectivement, on a vu que ce qu'on retrouvait au sein des données probantes de la science, c'était que il y avait quand même certaines modalités qui ressortaient, notamment le travail en force max, le travail de pliométrie, la combinaison des deux, mais qu'on avait aussi pas mal de limites, notamment sur le type de population qui sont étudiées, la durée des programmes, le contenu des programmes, là comme l'a soulevé Nico sur la fin. Et donc, dans cette deuxième partie, on va s'intéresser beaucoup plus à la pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats, qu'est-ce qu'on fait avec ces études, comment on intègre ça dans notre pratique de terrain en tant que coach, comment on planifie des séances, des programmes de renforcement à nos athlètes. Et donc, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je crois que Nico a des programmations issues de sa pratique qu'il est prêt à nous partager, ce qui est vraiment très intéressant. Donc Nico, je te redonne la main tout de suite pour que tu nous partages ces différents exemples. Eh ben, à mode jouer, je vais vous présenter trois cas pratiques en fait avec trois contextes qui sont vraiment différents et on va bien sûr pas balayer toute la programmation, hein. On va balayer le renforcement musculaire, comment on peut s'en servir par moment. Et c'est pour ça que vous verrez, et pour terminer aussi là-dessus,
Dans certains cas, on peut aller sur des charges lourdes et de la force chez quelqu'un qui est déjà expérimenté en musculation, mais il faut se dire quand même que c'est une construction à faire, hein, comme avant de faire un ultra trail, il faut démarrer par les basiques et des séances qui sont assez courtes. Et il faut bien garder ça en tête et j'alerte les gens quand je vois passer certaines choses, la charge lourde ou la plio max, c'est bon pour la course à pied, l'économie de course. C'est sûrement vrai chez quelqu'un qui a des années d'expérience en musculation. Chez quelqu'un qui n'en a jamais fait, c'est franchement pas l'idée du siècle. Donc, on va regarder un peu comment on fait de manière différente. Avec un premier cas, c'est un athlète qui préparait un trail long, donc c'était la tranche du trail, les 80 km. Sur le coin, un athlète de bon niveau, hein, qui a terminé quatrième à la course. Et là, on voit simplement que le renforcement musculaire, ça représente 20% de son entraînement en nombre de séances sur toute la période. Je vais vous présenter comment. Et seulement 2,6% en termes de volume horaire, forcément, parce que c'est des séances qui sont relativement courtes, 45 minutes à 1 heure. Donc, je laisse Nico passer la slide suivante. Donc, c'est là sur la première période, en fait, sur janvier-février, pour une course qui avait lieu en juin, pour faire très simple, il avait 2 séances de renforcement musculaire par semaine, c'est-à-dire que c'est des séances violettes. Le renforcement musculaire, vous verrez dans les programmations, c'est ce qui est en violet. Et peu importe le nom, hein, protocole Médusa, c'est mes petits noms à moi, mais c'était axé sur la force, parce que c'est un ancien athlète de haut niveau en ski qui était habitué à faire de la musculation. Donc, on avait construit une base avant, et là, il était capable d'encaisser de la force et d'y trouver une plus-value. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Je ne vous détaillerai pas pourquoi je le fais la veille d'une intensité à cette période et pourquoi pas à d'autres moments. Là, vraiment, retenez en tête qu'au début, en début de préparation, il a 2 séances de renforcement musculaire par semaine sur de la force parce qu'il est capable de l'encaisser. Vous le verrez plus tard, c'est pas ce que je fais avec tout le monde. Quand on se rapproche sur février-mars, là-dedans, on est en fin de travail de force, donc c'est un schéma qui est classique là-dedans. Et là, derrière, on va enchaîner sur de la force-endurance pour plusieurs raisons, parce que ça se rapproche un peu plus de l'objectif de la discipline, des contraintes. Quand je parle de force-endurance, c'est pas des séries de 30 ou 40 répétitions, c'est plutôt des séries autour de 10 répétitions, donc sur une charge qui est moyennement lourde, on va produire de la force moyenne, mais plusieurs fois de suite pour aller travailler là-dedans. Et pourquoi on fait de la force endurance? Pour ces premières raisons, et la deuxième raison, on la découvrira dans la slide suivante. J'espère qu'on verra bien. C'est que là-dedans, on est passé plus qu'à une seule séance par semaine de renforcement musculaire au lieu de 2 au début, puisque quand vous voyez le bleu foncé, qui sont les sorties longues, et le rouge aussi, mais qu'il y avait déjà dès le début, et ben, les sorties longues, on est en train de rentrer dans une phase spécifique qui est un peu plus chargée, parce qu'il faut préparer en fait la durée des 80 km. Donc ça prend de l'énergie, une sortie longue. Donc si derrière on y rajoute une musculation qui est trop intensive par-dessus, eh ben, on risque de péter la personne en deux. Donc en fait c'est toujours une histoire de choix et de période. En début de préparation, dans son cas, on avait le temps d'en faire 2 fois par semaine sur des charges assez lourdes. Là, l'entraînement spécifique s'intensifie. On réduit l'intensité du renforcement musculaire par le nombre de séances et aussi par la force endurance qui est moins taxante nerveusement, par exemple, que de la force maximale, tout simplement. Nico, si je peux me permettre, en plus de ça, c'est que on travaille aussi sur les bénéfices accumulés des séances précédentes. C'est-à-dire que sur un début de cycle, on va forcément avoir un stress qui est assez haut, puisque c'est une nouveauté. On applique un nouveau stress à l'athlète, donc forcément, dans sa charge interne, c'est plus important. Alors qu'une fois qu'il a commencé à avoir quelques semaines de pratique, la même séance devient beaucoup moins taxante et donc moins de risque d'avoir cette fameuse surcharge qu'Antoine évoquait tout à l'heure, donc de surcharge liée à la contrainte. Donc c'est pour ça aussi que parfois on va maintenir des séances de renforcement musculaire même proches des objectifs spécifiques parce qu'elles seront beaucoup moins taxantes et que l'athlète aura quand même bien accepté ce type de contrainte. Ouais, ah, mais tout à fait. Je rentrerai pas dans le détail et souvent quand on est en phase, en début de préparation, moi je mets en place, on le verra plus tard, hein, mais des cycles de progression sur le renforcement musculaire, ce qui permet aussi justement de pas stagner et de progresser là-dedans. Par contre, quand on se rapproche des objectifs, c'est un peu plus compliqué et comme on le voit sur le dernier mois, il y a qu'une seule séance de renforcement musculaire pour une raison qui est très simple, hein. Il y avait un trail de 30 km, donc on avait déchargé un petit peu avant. La semaine d'après, le temps qu'il se remette, c'était pas le moment de lui faire faire du renforcement musculaire. On en refait un petit peu. Et après, dans la phase finale, c'était pas le moment d'en faire dans son contexte-là. Donc, ça rejoint aussi ce que dit Flavien. Il faut faire attention
à l'équilibre. Et c'est les gens qui viennent de la musculation, si certains nous écoutent, en fait, une séance de force explo ou de force max d'une heure du temps, ça peut paraître peu pour quelqu'un qui vient de la musculation ou qui a l'habitude d'en faire. Par contre, quand elle s'ajoute à l'entraînement spécifique en course à pied qui est plus ou moins intensif et à la vie personnelle et professionnelle, parce qu'on parle de sportifs amateurs, ça fait quand même des charges qui sont taxantes nerveusement au bout du bout. Donc c'est pour ça que le renforcement musculaire, plutôt que de chercher l'optimal et ce qui est parfait sur le papier, il vaut mieux de mon point de vue être un cran en dessous, en tout cas la plupart du temps. On va prendre un deuxième cas, donc une sportive qui faisait son premier trail 25 km. Donc on va regarder comment elle, on a abordé le renforcement musculaire. Vous verrez que c'est totalement différent. Alors dans son cas, ça représente aussi 20% de son entraînement en nombre de séances sur un volume qui est plus élevé en termes de volume horaire pour une raison simple. Quelqu'un qui prépare un 80 km s'entraîne moins en course à pied que quelqu'un qui est expérimenté, qui prépare un 80 km. Donc chez quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, une séance de 45 minutes de renforcement musculaire, ça représente un volume très faible, et quelqu'un qui s'entraîne peu, ça représente un volume élevé. Donc là, ce renforcement musculaire, vous voyez que c'est beaucoup moins chargé la programmation de manière générale, hein, surtout que c'est un début de progression. Donc là, on le fait 2 fois par semaine sur de l'introduction au renforcement musculaire et une base santé. D'ailleurs, ça a accompagné sa progression tout du long. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est, j'en ai jamais fait. Donc plutôt que d'y aller comme un bourrin en lui disant il faut que tu fasses des squats et puis des bons et puis ci et puis ça, c'est apprendre à te placer, apprendre à tenir la chaise en isométrie correctement, ça reste toujours discutable, mais à tenir la planche, bêtement pour avoir conscience de ton corps. C'est le genre de choses-là qui sont très basiques et qui peuvent être réalisées à poids du corps. On n'est même pas dans une logique de progression pure et dure, on est juste dans une logique d'introduction de routine de renforcement musculaire avec une logique de progression, où là, c'est une séance qui est légère et souvent, par rapport à son emploi du temps, qui était liée à une séance de course à pied. Après, Et attends, je te coupe, Nico, mais tu vois, sur un départ, par exemple, comme tu viens de faire là, est-ce que finalement, il serait pas mieux de la faire courir 5 fois, petit, et d'enlever la muscu? Est-ce que tu serais pas plus protecteur et plus spécifique plutôt que d'ajouter la muscu 2 fois semaine, qui est au final tout nouveau, et finalement, tu amènes de stress parce que comme j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que le départ, quand tu commences la muscu, tu rajoutes quelque chose de nouveau et c'est là où au final, dans cette nouveauté, tu es très contraignant et tu es à risque de blessure. Donc c'est pour ça que souvent les études, ils intègrent du renfort et puis après ils disent, ah ouais, mais ça prévient pas des blessures. Bah oui, parce que tu viens réintégrer quelque chose de nouveau, donc forcément de base, le risque il est énorme. Donc est-ce que finalement, et c'est toujours ça dans le renforcement, c'est de se dire, est-ce qu'on n'est pas mieux de mettre 5 séances course à pied ou 6 ou 21 fois, comme dirait Blaise, course à pied, plutôt que 4 courses à pied de muscu, tu vois. Et ça, super difficile d'avoir la réponse. Et moi, je l'ai pas. Par exemple, il y en a où sur du marathon, je vais faire ça et d'autres non. Et c'est très compliqué de savoir comment jouer avec ces deux modalités-là, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Mais je te rejoins à 100%. C'est la question à 1 million que je pose tout le temps. C'est est-ce que tu protèges les personnes en les faisant faire une fois de plus ce qu'ils vont faire en compétition, donc en les faisant courir une fois de plus, ou en les faisant courir une fois de moins et en faisant du renforcement musculaire? Et il n'y a pas de réponse hein, sur la question à 1 million, je te rejoins. Et si j'avais pris un autre cas pratique, euh, d'autres personnes que j'ai accompagnées hein, pour de vrai, j'ai le même raisonnement de ce que tu as dit, où pour l'instant, je rajoute de la course à pied. Elle, son cas justifiait qu'on le faisait pour pas mal de raisons, notamment qu'elle est infirmière libérale. Donc, en fait, les journées pour s'entraîner, il n'y en a pas tant que ça. Donc, les 5 séances de course, elles sont pas possibles de placer la plupart du temps. Donc, l'idée, c'est le choix de mettre le renforcement musculaire. Et dans ce que tu dis, moi je te rejoins à 100%. Hein, et il n'y a pas de règle. Et ce qui est important, c'est quel emploi du temps la personne est là. Vous avez hein, ceux qui nous écoutent. Et qu'est-ce que je peux faire derrière et je nuancerai ce que tu dis où je te rejoindrai à 100% si on va sur l'endurance de force ou si on va sur des charges additionnelles. Là, on parlait de gainage basique, de faire la chaise et si tu veux, de séances qui durent 10 à 15 minutes. Hein. C'est vraiment quelque chose d'entretien. Mais c'est intéressant que tu le soulignes et je suis 100% d'accord avec toi. Et dans les gens qui nous écoutent, dites-vous pas, Nico, il a fait 2 fois de renforcement musculaire par semaine pour quelqu'un qui préparait son premier 25 km. Moi, il faut que je fasse pareil. Il faut vraiment individualiser, même si vous n'avez pas l'entraîneur, hein, vous-même, en fonction de ça et en fonction de votre contexte. Et moi, Je si passe, je peux me permettre, vas-y. Nico, justement, je vais nuancer encore davantage. Tout dépend. Alors, c'est forcément, et on aura un peu cette réponse de Normand, c'est que ça dépendra du contexte et de l'athlète qu'on en face. Il y a des Mm, athlètes qui auront peut-être un besoin de résultats assez rapide,
dans leur spécificité, ce qui va nous orienter dans notre contenu, et notamment peut-être ce que tu dis Antoine, bah, peut-être aller à l'essentiel, d'être protecteur parce qu'on a un besoin de résultats assez rapides. Mais par contre, le renforcement n'est pas que pro-performance, que pro-blessure. C'est-à-dire que le renforcement musculaire peut aussi s'envisager dans un plan de carrière, dans un, comme l'a dit Nico tout à l'heure, aussi dans un sport santé. C'est-à-dire que la course à pied est quand même un sport assez fermé, assez répétitif, qui peut quand même, pour chez certains, nous enfermer dans une pratique assez redondante. Et le fait d'aller chercher d'autres patterns, d'aller varier aussi la pratique, permet aussi d'amener de nouveaux stimuli, donc de nouveaux stress, qui quelque part permettent aussi d'avoir un développement harmonieux, d'avoir un développement athlétique plutôt harmonieux. Donc certes, on ne sera pas en faveur d'une performance immédiate, peut-être qu'on prend légèrement le risque à un moment donné d'introduire une nouvelle activité, mais qui, sur les années futures, je pense, permettront d'avoir quand même une forme de rentabilité, notamment sur un développement au long terme de l'athlète. Donc voilà, c'est toujours pareil. Si on a une athlète qui est plutôt sur une pratique loisir, qui a besoin de courir, mais qui en même temps n'en fait pas son objectif prioritaire de vie, peut-être que ça peut se justifier. Effectivement, à contrario peut-être d'un athlète pressé qui a besoin effectivement de résultats assez rapides, peut-être que les choix à ce moment-là sont un peu différents, effectivement. Tu vois, pour finaliser, bah, vous allez peut-être rebondir dessus, mais si on doit un peu synthétiser, c'est que la régularité prime sur donc de mettre de la contrainte le plus souvent possible pour avoir une adaptation au niveau du corps, parce que le corps fonctionne grâce à la contrainte, la contrainte quotidienne. Donc finalement, sur une personne qui peut pas s'entraîner beaucoup, d'aller chercher du 15-20 minutes en muscu de façon isométrique, léger, concentrique, ça peut être super intéressant de pas sortir dehors. En plus, selon les météos, l'hiver, ça va pouvoir être mis dans des trous et finalement de garder cette régularité de façon continue. Et ensuite, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, Flavien, c'est que il faut pas oublier que quand on vieillit, à partir d'un certain âge, on perd en force musculaire. Autant en endurance, ça se maintient pas trop mal, mais autant la force musculaire fond très rapidement. Donc d'intégrer assez tôt dans sa vie de la muscu, peut-être que d'un point de vue course à pied, spécificité, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est là où le webinaire va être intéressant parce qu'on va en débattre et ça dépend des cas. Mais d'un point de vue vieillissement santé, il est quasi primordial de commencer à faire de la muscu pour que se protéger et être le plus fort possible quand on va passer 60 ou 70 ans pour pouvoir continuer à faire toutes les activités qu'on veut. Bah, c'est ça. Et puis après, là, je lance une pièce à Nico, mais aujourd'hui, où la mode, entre guillemets, ce qui est, je pense, vérifié, mais le tout volume, jusqu'à quel point doit-on justement tomber dans l'accumulation des kilomètres et à quel point, justement, il serait pas parfois préférable à l'inverse, si je prends le contre-pied de ce que tu dis, Antoine, à l'inverse, de réduire ce volume de course au profit justement d'une autre activité. Donc là, ça revient aux limites des études, que ce soit de la muscu ou, si je reprends euh, de la pole dance, à Nico, qui prend souvent cet exemple-là, est-ce que ce serait pas d'ailleurs tout aussi profitable? Voilà, parce que au bout d'un moment, tomber dans l'hypervolume, est-ce qu'il n'y a pas au bout d'un moment une barrière à ne pas franchir et justement à essayer de venir conjuguer avec d'autres activités? Bah, pour terminer un peu là-dessus, sur ce cas-là, il y a deux points. Je pense qu'il faut s'entraîner le plus possible, qu'on est capable de le tolérer. Donc après, ça prend du temps à apprendre. Et l'autre point où je rejoins Antoine, par contre, moi, dans l'esprit, sur 95% des gens, si je mets du renforcement musculaire, c'est pas pour renier sur la fréquence de course. Je peux réduire le volume de course, mais pas la fréquence, hein, dans l'esprit. Donc l'idée, c'est pas de remplacer la course à pied, en tout cas la plupart du temps, par le renforcement musculaire. C'est vraiment, comment dire, un complément, mais la pratique prioritaire reste la course à pied. Et il y a aussi deux choses à prendre en compte, hein, c'est que là, sur un premier trail, le trail, c'est aussi le prétexte pour reprendre une activité sportive, en fait, quand on n'en a pas fait pendant longtemps. Donc moi, sur des personnes comme ça, j'ai pas le regard de la performance ou de la prévention des blessures en trail, j'ai juste le regard de dire, je vais lui faire une programmation qui va lui permettre d'avoir une activité régulière tout au long de la préparation et de se sentir mieux. Et c'est ça pour moi qui est le plus important, mais même à des niveaux plus avancés, hein. Chez quelqu'un moi, que j'ai qui a déjà fait UTMB en 25 heures, il y a une grande variété de sports pour pas arriver à faire que ça. Et je trouve que c'est important de le garder en tête. Et le renforcement musculaire, finalement, c'est un sport croisé.
comme un autre, qui permet d'avoir une motricité différente de la course à pied et il faut le prendre comme ça. Donc là, la deuxième phase, bah, vous voyez qu'il y a toujours ce renforcement musculaire, mais qui s'espace un petit peu plus. Ça fera plaisir à Antoine parce que je laisse davantage place à la course à pied. On peut passer sur la troisième phase. Et là, si on arrive sur la troisième phase, quand on arrivait sur la fin d'été, eh ben, la même chose, le renforcement, il a été au début de préparation, si je dois résumer, hein, c'était pour remettre une routine d'activité sans mettre un volume de course trop élevé au début. Donc le renforcement a permis de le faire. Et derrière, ça s'espace un petit peu plus parce qu'on va se rapprocher et qu'elle aura progressé en course à pied et qu'elle sera capable de mieux l'encaisser. Et à la fin, bon, à droite, c'est une petite erreur de la diapo, il n'y a pas besoin de lettres, mais c'est toujours la même chose avec le renforcement qui s'est encore un peu plus espacé. Donc là, le parallèle, et ça sera pas celui du troisième cas. Dans tous les cas, là, c'est en phase de construction. On a mis l'accent sur le renforcement musculaire pour poser les bases du renforcement musculaire, qui n'était pas de la charge lourde comme le premier cas, c'était adapté à chaque contexte. Et à la fin, on l'espace de plus en plus, mais en gardant de l'entretien pour arriver jusqu'à la phase spécifique. Et le troisième cas, alors ça, il va peut-être en intéresser certains, c'est un sportif en fait qui préparait l'UTMB et qui a eu une blessure, en fait, une fracture de fatigue au mois de avril-mai de mémoire, donc pendant vraiment la prépa UTMB, donc fracture de fatigue au pied. Et je vais juste vous montrer comment le renforcement musculaire, on peut s'en servir quand on est blessé pour maintenir certains niveaux et pour préparer et encaisser la suite de la prépa. Donc c'est quelqu'un qui a pas mal tourné en plus à l'UTMB vu le contexte, qui fait 250e sur un sportif amateur qui a plus de 40 ans. C'était plutôt bien. Coucou Stéphane, hein, je sais pas s'il nous écoute. Donc on va regarder. Donc là, la part de renforcement, elle est un peu plus faible, mais on va regarder comment elle a été amenée. Et là, finalement, non, c'est bon, tu peux changer. Finalement, à l'inverse, là, on était au mois de juin. Et ben là, il y a eu 3 renforcements musculaires par semaine, parce qu'à côté de ça, il pouvait pas faire de course à pied, donc il devait faire que du VTT. Et là, c'est 3 phases de renforcement musculaire. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est un triphasique, le principe où on balaye des dominantes sur les séances, parfois de l'excentrique, mais quand même de l'isométrique et du dynamique, parfois de l'isométrique, mais quand même de l'excentrique et du dynamique. Enfin, vous avez compris l'idée, c'est tous les régimes de contraction. Et là, le renforcement musculaire a été intéressant. Donc, c'est ce que vous voyez avec les 3 séances par semaine pour se dire, OK, j'entretiens le cardio avec le VTT, j'entretiens la carrosserie avec le renforcement musculaire. Comme ça, quand je peux reprendre, sans faire n'importe quoi, mais je suis capable d'encaisser l'entraînement de course à pied pour arriver à préparer mon UTMB. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt curatif. Et je parle pas de rééducation, hein, c'est pas mon métier, c'est celui des kinés, bien évidemment, mais c'est plutôt curatif et aussi préventif pour la suite. Que purement performance pure et dure. Et en fait, c'est souvent lié la prévention à la performance parce que la base de tout entraînement, et Antoine le disait très justement, hein, le premier facteur de blessure, c'est comme la gestion de la charge d'entraînement. Mais la base de tout entraînement, c'est de maintenir les sportifs et de nous maintenir nous-mêmes en bonne santé, en fait, pour pouvoir s'entraîner toute l'année. Si on s'entraîne 50 semaines par an, euh, on sera toujours plus efficace que si on s'entraîne 35 parce qu'on est pété toutes les 4 semaines, pour vraiment résumer. Donc là, on s'en est servi en mettant 3 fois par semaine. Et après, quand il a repris de la course à pied, on a un peu plus orienté le renforcement musculaire sur de l'endurance de force pure et dure pour vraiment l'amener à se préparer pour l'UTMB. Et je pense qu'on le voit sur la slide suivante. Non, ouais, elle est bonne celle-là, c'est moi qui suis allé trop vite. Et là, quand on arrivait en phase finale, pardon, on avait fait beaucoup de renfo avant, mais là, c'était le moment de s'entraîner en course à pied, donc on a juste fait de l'entretien de renforcement musculaire pour accompagner jusqu'au bout. Pareil aussi, phase finale de l'UTMB, donc là, il y en avait de moins en moins, comme dans les 3 cas précédents, en fait, finalement, mais il y en avait quand même. Tu voulais que je revienne sur une slide en particulier, Nico, ou... Non, non, c'est bon, les gens ont compris l'esprit, hein. De toute façon, c'est le même principe. Quand on se rapproche du spécifique, on garde le renforcement musculaire, mais on le minore et on y accorde une place qui est moins importante. Mais vous en pensez quoi, les gars? Moi, j'aime bien de temps en temps mettre à J3, J4 d'une compète. Alors, pas forcément un ultra, hein, mais genre là, je vais avoir le Ventoux. J'aime bien à J4 mettre une petite séance de muscu sous max, tu vois, sur une difficulté RPE à 3-4/10. Je vais faire 4-5 reps sur un poids où finalement j'ai quasiment 6 ou 7 de réserve sur peut-être un peu moins quand même. Je dois genre 4 ou 5 de réserve en répétition. On va en parler après de comment ça marche, ça. Et je vais faire que 4 séries juste pour activer le nerveux.
je vais utiliser ça, ou alors pour d'autres, je vais utiliser le vélo, parce qu'on ne parle pas, mais Mm. moi j'adore travailler, et ça, on pourra en débattre après dans les questions. Moi j'adore utiliser le vélo pour faire de la force. Euh, de l'endurance de force ou même de la force. Il y a un protocole qui est sorti il y a pas longtemps en plus sur, sur 14 coups de pédale pour vraiment pour développer la force. Pareil, j'utilise tu vois, une séance de 1 heure et demie à J6 ou J7 avec des sprints de 15 secondes. Je cale 5-6 sprints de 15 secondes, récup 6 à 10 minutes pour activer le nerveux. Ça vous semble farfelu? Vous pourriez Non, l'utiliser? c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup utilisé, enfin qu'on a beaucoup utilisé avec les skieurs de l'équipe de France, hein, mais même la veille ou le matin de la compétition. Mais dans ce que tu dis, en fait, c'est un choix à faire, je pense, et c'est pas du tout déconnant entre ton activation au niveau musculaire. Est-ce que tu l'as fait avec une intensité qui est basse aussi, ou est-ce que tu l'as fait avec du renforcement musculaire finalement? Et les deux sont valables en fait. Tu vois, il n'y a pas de règle non plus. Donc moi, l'idée, je le fais très peu chez les amateurs, mais je trouve l'idée pas du tout déconnante en fait sur le coup. Ouais, par exemple, nous en rugby, c'est le matin. C'est ce qu'on appelle un priming. Le Mm, matin, ça peut être très court, très nerveux en termes de mm. post-activation, vraiment pour vraiment effectivement taper dans le nerveux, pour vraiment tout éveiller. Après, c'est vrai que chez certains athlètes amateurs qui n'ont pas l'habitude de faire de l'intensité, notamment, ça peut être très taxant. Mm. C'est-à-dire que tu as des athlètes qui vont très mal le vivre parce que ça va être très demandant, parce que pas habitués à ça. Et donc, dans ces cas-là, je pense que vaut mieux partir sur une autre stratégie. Et d'autres athlètes comme toi, je pense, qui ont plutôt de grosses qualités, ça va être à l'inverse. Ça va être plutôt l'effet justement d'amorce, de priming, pour vraiment aller réveiller plutôt que d'éteindre. Mais encore une fois, ça dépendra des athlètes et des goûts. Tu as des gens qui vont apprécier ça, d'autres moins parce qu'ils n'ont pas la bonne sensation. Voilà, donc beaucoup Ah, c'est sûr, utilisé, mais c'est des gens, tu sais, que je suis depuis un moment, qui ont l'habitude de faire de la muscu. Et en général, que ça soit sur le vélo ou sur le renfo, le jour J, il n'y a que eu des bons retours. Après, c'est tellement multifactoriel, etc. La prépa fait, l'affûtage, tout ça, tu sais pas si ça a aidé, mais au final, ouais, bien ça a sûr. jamais été. J'ai jamais eu un retour en disant, ah, ça m'a mis KO, tu vois. Non, à chaque fois, j'ai eu une bonne sensation de force. Bon, après, est-ce que t'as pas un bel effet placebo? Finalement, même si c'est un bel effet placebo, il faut le prendre, tu vois. Donc, Bien sûr. mais je crois qu'il y avait eu deux, trois études enfin, en tout cas, il y en avait une qui avait mis ça en valeur, donc ça me Non, non, il rassure. existe, hein. J'avais Cet pas effet sorti mon de chapeau comme ça, priming, hein. Ouais. de Ouais, pape, pareil, existe ouais. bien. Ok. Ça marche. Merci Nico pour nous avoir partagé toutes tes planifs. C'était hyper enrichissant de partir sur des cas concrets. On va aller encore un cran plus loin dans le concret. Là, tu nous as partagé une vue macro, si je puis dire, de l'entraînement, de ce que tu faisais en muscu. On va partir sur des exemples de séances et là, je vais te redonner la main, Antoine, parce que tu as deux, trois choses à nous présenter. Alors là, j'ai donné une séance, à peu près une séance type que je vais utiliser avec mes athlètes. Il faut bien comprendre que bon, j'ai choisi une séance type, mais ça rentre dans une pluralité de séances. Moi, je vais utiliser beaucoup le vélo. Donc là, c'était pas le, le thème du webinaire, mais en parallèle, je vais aussi utiliser beaucoup le vélo pour développer la force, pour les trailers en tout cas. Euh, donc on pourra en parler après. Sur mes séances de muscu, je vais quand même au départ partir sur du développement général avec des séances de remise à niveau parce que comme je disais tout à l'heure, je trouve que le risque de blessure est assez important au début sur les 3 4 premières semaines quand on intègre du renforcement. Ensuite, je vais plutôt partir au début sur des endurances de force un peu longues, type CrossFit, cross-training, avec des sessions de répétition longues, euh, pour ensuite repartir sur de la force plutôt sous-maximale. Donc, c'est ce que j'ai présenté là comme séance type. Et après, aller vers de la puissance et finalement revenir en spécifique avec plutôt des séances typées endurance de force quand j'ai des trailers qui ont des temps de force entre 3 et 20 heures. Donc voilà, en sachant que ouais, voilà, je corrèle avec le vélo. Donc cette séance type, moi j'aime bien faire une phase de statique au début pour faire un peu de pré-fatigue, avec souvent, alors là on va pas le voir sur la vidéo d'après, mais j'aime bien mettre un petit truc de déséquilibre pour travailler l'équilibre global du corps. Bon là ça va être sur de la presse, donc c'est pas ça, mais on peut imaginer ça en quart de squat sur un pistol unipodal, sur sur une mousse, peu importe, sur un Bosu. Alors, pas trop dire le Bosu en ce moment, mais Si voilà. tu peux. J'y reviens sur la séance type, Nico.
Euh, Ensuite, je vais partir sur l'exercice de développement de force. Donc moi, je vais travailler sur de la force sous-maximale. Je travaille jamais sous 3 RM parce que pour moi, mes athlètes, et puis je me mets dans le lot, hein. Euh, on est des haltérophiles, on fait pas de la muscu on fait pas énormément de muscu. Donc, je vais rester sur des reps à 6 ou 8 répétitions pour pas aller chercher des poids trop lourds sur la barre qui peuvent déstabiliser le mouvement et être dangereux d'un point de vue vertébral, enfin, peu importe. Donc, soit je vais faire 4 séries, enfin, donc le suivi, pardon. Ça fait un exercice de statique, un exercice de développement de force entre 6 et 8 répétitions, à plus ou moins 2 reps de réserve. Des fois, je mets un tempo, des fois, je le mets pas, ça dépend, c'est pour varier. Donc, le tempo, je vais essayer de mettre entre 2 et 3 secondes d'excentrique, jamais plus parce que je trouve que c'est très contraignant. Après, ça peut créer beaucoup trop de courbatures. Une phase de statique de 1 seconde et une remontée autour de 1 seconde. Si c'est en puissance, c'est différent, mais là, on n'est pas dans ce thème-là. Ensuite, j'aime bien mettre un exercice de jump, soit sur deux jambes, soit en unipodal. Donc après, vous allez voir que c'est un travail unipodal. Si je passe pas, avec un petit, et à la fin, un petit exercice de plio 20 secondes avec des appuis très brefs, qui sont plus spécifiques à la course. Pareil, moi, je fais très attention à la plio parce que, alors, dans les études, on a bien vu qu'en course à pied, la pliométrie va avoir un effet sur la performance, mais ça ajoute énormément de stress. Donc, moi, je le prends vraiment avec des pincettes, j'en mets, mais je fais très attention aux retours que les athlètes me font. Des fois, c'est même ce que je fais virer parce que j'ai peur que ça soit trop contraignant, surtout quand on est dans des phases où on augmente le volume en course à pied et en trail. La plio en muscu, j'essaye d'y faire attention. Après, c'est ma vision, mon ressenti par le fait que les athlètes peuvent assez vite se plaindre de la plio quand on commence à monter les volumes. Donc, on a à voir les exos juste à côté. Euh, Ah oui, donc je disais que la récupération, moi je la laisse libre entre les tours et je fais ça, je fais 4 5 tours. Des fois dans la récupération, je peux mettre un peu de gainage, un peu de travail de haut de corps, surtout quand c'est les trailers qui doivent travailler avec les bâtons. Donc là, on va avoir des exercices, ça va être une séance un peu donc spécifique. Ça fait exo 1, première vidéo, exo 2, deuxième vidéo, enfin le quatrième exercice, en fait, c'est la vidéo 4. Et ensuite, on revient sur la plio rapide, très rapide sur la vidéo 3. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Ouais, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le développement de force et sur les... Oui, bah après, si vous voulez voir plus de mouvements, parce que là, on n'est pas trop dans les mouvements, je pense que vous pouvez les trouver partout. Moi, j'essaie de mettre pas mal de choses sur Instagram, sur des séances de renfo. Après, je les développe pas, mais au moins pour voir les renfos, il y a plein de comptes où finalement les exercices sont pas trop mal et que vous pouvez aller piocher. Euh, Après, c'est savoir quand est-ce qu'on met bien quand est-ce qu'on met cette séance de renfo et pas une autre. Donc c'est là où d'être accompagné par un coach, c'est très intéressant. Donc voilà la séance type de renforcement, on pourra en parler après, hein. Donc là, ça va être à Nico, je pense. Eh ben, c'est à moi. C'est ce qu'on avait, pour l'information, c'est ce qu'on avait dit en discutant, en préparant le webinaire. On a présenté chacun ce qu'on va faire nous en renforcement musculaire. Comme ça, vous pouvez aussi en tirer qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire et qu'il y a des sensibilités qui sont différentes. Et c'est important de l'avoir en tête. Moi, je fonctionne avec quatre types de mouvements. Le mouvement de tirage, donc la traction ou un tirage horizontal. Le mouvement de poussée, la pompe ou le press, le développé militaire, par exemple. Chez un trailer qui fasse des pompes ou du développé militaire, c'est important qu'il travaille le haut, mais ça changera pas la face du monde. Il faut pas croire qu'en faisant plutôt une pompe qu'un développé militaire, ça va l'aider à mieux tirer sur les bâtons. On parle vraiment de quelque chose qui est sur une base santé et de faire tout travailler. Les autres quatre types les deux autres types de mouvements, pardon, je vais y arriver. Il y a le mouvement de flexion de genou, type squat ou type fente, et le mouvement de pivot de hanche, type swing ou hip thrust. Et en fait, ces quatre mouvements-là, qui sont coordonnés par le travail du tronc, c'est quelque chose qui participe à avoir une base globale de santé en termes de renforcement musculaire et d'apprentissage. Et c'est-à-dire qu'on doit retrouver, de mon point de vue, hein, évidemment, ces quatre mouvements-là dans la séance ou dans la période, avec des focus plus ou moins sur la flexion, plus ou moins sur le pivot, selon ce qu'on veut faire, et un petit peu de travail le haut du corps. Mais je trouve que dans une approche qu'on veut harmonieuse du renforcement musculaire, dans un sport croisé,
qui permet d'apporter ce que la course à pied seule ne fait pas, d'avoir une approche qui n'est pas toujours centrée sur la performance, le facteur de perf, faut que je fasse des fentes, etc., mais une approche plus globale, je pense que c'est intéressant de mon point de vue. Donc là, je vais vous présenter une séance, un cycle de progression qu'on peut faire, par exemple. Alors là, c'est chez quelqu'un qui est expérimenté, qui a un bon niveau en trail, hein, top 10 au 90 du Mont Blanc, par exemple, et qui derrière a déjà un an derrière de renforcement plus général que je vais vous présenter après. Donc, j'attaque pas, même chez quelqu'un qui a un bon niveau en trail running, hein, ou en course à pied, c'est pas parce que quelqu'un a un bon niveau dans la pratique spécifique qu'il a un bon niveau en renforcement musculaire. Donc, j'attaque aussi par une construction derrière avant. Mais là, je vais vous montrer un exemple sur des choses qui sont très simples. Il y a trois mouvements. Moi, j'aime pas les séances à rallonge, surtout quand on va sur de la force et de l'explo où il faut pas trop réfléchir. Donc, il y a quatre exercices en échauffement de préparation hein, qui sont basiques. Ça peut être des fentes, ça peut être pas mal de choses juste pour se préparer. Et après, il y a un premier bloc sur de la force où on voit c'est le soulevé de terre à la trappe-barre. Pour ceux qui ne voient pas, c'est une barre hexagonale qui est de très bon compromis. En fait, c'est à mi-chemin entre le squat et le soulevé de terre, mais c'est beaucoup plus sécuritaire qu'une barre qu'on fout sur le dos chez quelqu'un qui n'a pas l'habitude, à la fois sur les pressions sur les lombaires et à la fois, si on se rate, en fait, on lâche la barre, elle tombe par terre et on se fait pas mal. Donc, c'est pour ça que je travaille avec ça chez les trailers. La charge, je rejoins Antoine, 5 RMT, le RMT, c'est les répétitions maximales techniquement justes. Donc, c'est ce que la personne est capable de lever 5 fois en gardant une bonne technique. Si elle pourrait lever une 6e fois, par exemple, dans l'absolu, mais la technique serait pas bonne. Donc, je vais rarement en dessous de ça, hein, même chez des bons sportifs, même chez des sportifs de haut niveau, hein, par exemple, parce que je trouve que c'est suffisant. Sur un tempo 1-1-X1, c'est-à-dire que retenez l'idée, le X est jeu explosif, donc je demande à la personne d'être explosive. Et en fait, finalement, là, la première série, elle fait 5 répétitions, 4 répétitions, 3 répétitions, 2 répétitions, 2 répétitions. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de répétitions à faire. On départ toutes les 90 secondes. Et il y a un schéma, comme vous le voyez en jaune, de progression. Les deux premières séances, il y a tant de répétitions au total. Les séances 3 et 4, il y a tant de répétitions qu'augmente et ainsi de suite. Et ça, sur un seul mouvement, ça permet de travailler. Et derrière, je fais de la force explosive. J'essaye d'enlever Antoine de mon écran. Ah, voilà, j'ai réussi. Où là, je fais, ah, on y revient, pardon, deux choses là-dedans où j'enchaîne un saut contre haut, quelque chose qui est très explosif, avec derrière un squat où on va lancer le medicine ball à la verticale, mais peu importe le mouvement, en fait, c'est pas important d'avoir accès à une bibliothèque de mouvement, c'est que je fais quelque chose qui est très explosif, mais avec une contrainte de force qui est élevée, le saut contre haut. L'avantage du saut contre haut étant qu'il n'y a pas très peu d'impact excentrique, donc ça casse pas les jambes. Donc c'est une forme de pliométrie qui est très intéressante. Et derrière, tout de suite dans la foulée, je fais quelque chose qui est très explosif avec peu de contraintes. Et pareil, un cycle de progression. Et pour en revenir à ça, quand on parle de force, on peut très bien utiliser les bons. Parce que ce qui est important, c'est pas la charge qu'on va soulever. En fait, la charge qu'on va soulever, par exemple, c'est juste une contrainte pour nous aider à nous adapter. Donc, on peut augmenter la contrainte via la charge, par exemple, mais on peut aussi l'augmenter via la contrainte générale. Et la pliométrie, par exemple, va être très intéressante dans ce registre-là. Je rejoins Antoine, hein, par exemple. Des vrais bondissements, ça peut avoir un impact nerveux et excentrique et musculaire qui est assez élevé. Et c'est pour ça que typiquement, si on produit de la force, un saut contre haut, par exemple, si on part même en départ grenouille, donc accroupi, et qu'on demande à démarrer fort, bah, parfois, pour certaines personnes, ça va être le bon compromis pour exprimer un haut niveau de force rapidement sans passer par les charges lourdes. Et derrière, en sortie de séance, du gainage, le core training, qui est placé dans son cas en fin de séance avec 3 exercices. Donc retenez simplement que finalement, il y a la préparation, la sortie de séance avec le gainage, mais on pourrait le mettre au milieu, le gainage, hein, il y a pas de règle. Et derrière, si je vais sur de la force explosive, en tout cas dans ce cas-là, je prends que 3 ou 4 exercices, j'en prends pas plus parce qu'il faut qu'ils soient bien exécutés. Et il faut que derrière, en fait, bah, ça soit pas trop coûteux nerveusement, pas trop taxant nerveusement. Donc 3, c'est largement suffisant. Et là, on le voit que sur une phase, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, si on périodise sur l'année, là, on se concentre sur des mouvements du bas du corps parce qu'avant, on a construit quelque chose de plus général, en fait, sur le haut et le bas du corps, notamment via la force endurance. Et Nico, ton saut contre haut, t'avances un peu la boxe un peu plus loin pour qu'il y ait quand même une transversalité du bassin à l'horizontale.
Si tu te mets juste vers le haut, juste pour avoir une phase un peu plus spécifique par rapport à la course, ou non, tu veux vraiment juste développer la force d'un nerveux, je t'en fous de savoir Ouais, si. je cherche à travailler la connexion nerveuse. Moi, je crois Ouais, absolument voilà. pas au renfort spécifique, même si j'ai un coureur, tu vois, le hip thrust et le swing avec un trajet de bassin vers l'avant, ça me parle plus que le squat. Et dans ce cas-là, on aurait pu faire avec du swing, hein, c'est juste ton exemple de séance. Et c'est intéressant que tu dises ça parce que ça rejoint aussi ce que je disais. Les mouvements, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est le principe d'entraînement, et vers quoi on veut aller, à quel moment. Et là, par exemple, cette séance, important de le souligner, c'est pas une séance que je fais en saison, c'est une séance que la personne fait dans l'hiver parce qu'elle est loin des objectifs. Je vais pas aller placer ça sur un cycle de préparation très intensif en termes de course à pied. Hmm. Deuxième exemple, c'est de la force endurance. Donc ça, c'est un schéma qui est très basique. On va prendre les quatre mouvements dont je vous parlais. Un mouvement de tirage avec le tirage au TRX par exemple, un mouvement de pivot de hanche avec le kettlebell swing, un mouvement de poussée avec la pompe et un mouvement de flexion de genou avec le squat gobelet. On pourrait faire des fentes, hein, c'est pas la question. Là, c'est un truc qui est général. Et je vais pas détailler tout comme chaque séquence est construite, mais finalement, on prend une charge qui est légère, ce qu'on est capable de faire une vingtaine de fois. On va faire un circuit. Donc, en fait, un circuit, c'est important de le maintenir, enfin, de le préciser. Souvent, on dit, ah, les circuits, mais en fait, un circuit, ça veut simplement dire que si on a quatre exercices, on fait la première série du 1, la première série du 2, du 3 et du 4, et on recommence 1, 2, 3, 4. Et un circuit peut être réalisé à charge légère ou à charge lourde. C'est juste la petite précision que je veux amener par rapport à ce qu'on peut entendre. Et là, finalement, sur le schéma, donc il y a 5 séries à faire et 2 tours. Et ben en fait, on va avoir le même nombre de répétitions de chaque mouvement qui vont être réalisés, comment dire, à la fin de la séance. Mais par exemple, la première série, il y aura 8 tirages, 10 swings, 12 pompes et 16 gobelets. Et la deuxième série, en fait, le nombre va varier de manière ondulatoire pour vous amener, et ça c'est un truc qui marche très bien hein, sur le coup, pour vous amener en fait à des fois être frais avec peu de répétitions à réaliser d'un mouvement, et des fois être fatigué à l'intérieur de la même séance avec plus de répétitions à réaliser d'un mouvement, en essayant de garder de la qualité d'exécution. Mais ce que vous devez retenir, c'est que sur de la force endurance, par exemple, et ben c'est un volume qui pour moi varie entre 8 et 16 répétitions, c'est vraiment le maximal où il faut aller. Je préfère aller là-dedans plutôt que je le fais rarement, mais que des séries à l'échec en fait à 30 ou 40 répétitions. Et la récup, je rejoins Antoine, la plupart du temps, moi j'appelle ça le talk test, c'est le récup qui est libre, c'est quand les gens sont capables de parler, ils sont plus essoufflés, ben derrière ils passent à l'exercice suivant. Là, c'est plutôt pour moi. Donc, ici, on est vraiment sur la présentation d'une séance issue de notre programmation Renfo Papa que Coaching du coureur peut aussi retrouver là, avec la première version, la version alpha. Donc, ce premier programme, c'est vraiment un apprentissage des mouvements, comme Antoine l'évoquait ou Nico tout à l'heure, sur vraiment la volonté de développer une espèce de bibliothèque d'exercices pour vraiment aller chercher tout un développement, une découverte des différents schémas corporels. Donc là, en fait, ce qui est intéressant sur cette séance, ce que je voulais vous montrer, c'était nous la façon dont on agence nos séances. Elle se déroule en 3 phases. Une première phase dite de mobilité, une deuxième phase d'activation et une troisième phase de développement. Donc vraiment le cœur de la séance. Là, je vais plutôt m'attarder sur la partie de gauche, mobilité-activation, puisque cœur de séance, ça vient d'être réalisé par Nico et Antoine. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir cette première phase de mobilité où on est vraiment dans une recherche consciente de son corps, de sa mobilité, donc de la connaissance des différentes amplitudes, d'aller rechercher à gagner en amplitude sur les différentes articulations. Donc là, on peut voir sur notre séance qu'on va aller chercher l'articulation de la cheville, du dos, plutôt au niveau lombaire, de la hanche et également au niveau thoracique avec des rotations. Donc on est vraiment dans une découverte, un apprentissage des degrés de mobilité active, puisque parfois en fait on a tendance à utiliser par exemple des charges externes ou même quand on vient faire juste une souplesse passive, on peut avoir effectivement une souplesse, on peut être ample dans certains mouvements, mais pas forcément en contrôle du mouvement de manière active. Et donc là, nous, notre objectif, c'est vraiment de se dire, eh ben, on va essayer de gagner en amplitude, de gagner en souplesse, en essayant d'être vraiment
conscient que je peux contracter et gagner, si je puis dire, un peu en force sur ces amplitudes extrêmes. C'est vraiment ça la mobilité. Et donc, euh, séance après séance, on vient un peu de manière assez routinière venir travailler les différentes articulations de manière très globale pour essayer de développer harmonieusement cette mobilité. Ensuite, le deuxième bloc, on est là plutôt sur quelque chose autour de l'activation. Donc là, on vient vraiment chercher à recruter les muscles qui nous paraissent intéressants pour la suite de la séance. Donc au début, mobilité, découverte des amplitudes. Et dans un deuxième temps, vraiment, on va essayer de venir activer, comme son nom l'indique, les muscles pour notre séance. Là, en l'occurrence, on est sur le transverse. Donc, je voulais en plus un peu insister sur cet exercice-là qui nous paraît important parce que parfois un peu délaissé, notamment chez les pratiquantes, mais pas que, puisque ce muscle transverse, là, tout à l'heure, Nico évoquait justement le core training, donc vraiment le noyau central de tout renforcement musculaire. Ce muscle transverse qui va avoir un impact sur notre stabilité corporelle, puisqu'il fait un peu la jonction entre le haut et le bas, entre la coordination, la synergie entre les abdos, de nombreux muscles au niveau de la symphyse et du contrôle du bassin. Et donc, nous, on va venir spécifiquement travailler sur ce transverse pour vraiment le recruter sur le reste de notre séance. Donc, à savoir après, une séance plutôt, là, on le regarde en jambes avec un travail autour des quadrilles, des mollets et de la chaîne postérieure. Donc, l'organisation, elle est vraiment dans un premier temps plutôt mobilité. On va activer une certaine partie parfois qu'on délaisse un peu. Et dans un deuxième temps, on va venir développer. Euh, Pourquoi c'est important qu'on vous présente ça? Parce qu'en fait, chez Renfo Papa, on a eu pas mal de retours. Et effectivement, on se rendait compte que certaines personnes étaient vraiment friandes plutôt du développement, donc vraiment le fait d'avoir un renforcement musculaire plutôt classique. Et alors, à l'inverse, on avait des personnes qui étaient plutôt sensibles à la mobilité et d'autres donc qui vont garder plutôt ce bloc mobilité parce que la sensation était bonne derrière d'avoir un, une amplitude articulaire, une amplitude musculaire avec un bon transfert d'ailleurs sur la course à pied. Donc voilà, c'est une façon un peu aussi d'amener la séance. C'est pas beaucoup plus long puisque chaque bloc peut être autour, donc la mobilité, là c'était 5 minutes, l'activation c'est 2 minutes et la séance derrière elle est de un quart d'heure, donc on est autour des 20 minutes. Et donc voilà, une séance comme ça, 20 minutes, répartie sur deux, trois fois dans la semaine selon les disponibilités, avant, après la séance. Ça, on en discutera juste après parce que je sais que ça fait quand même beaucoup débat et c'est vrai que beaucoup ont des questions autour de comment avancer sa semaine. Mais voilà, c'était important aussi de vous montrer qu'il n'y a pas que le bloc développement qui peut être important dans le renforcement musculaire, mais qu'effectivement, il y a tout ce qui peut graviter autour et qui peut être vraiment en lien et avec la performance, la prévention des blessures et aussi les sensations quand on court. Et Je sais pas si Flavien, Nico, ouais, Flavien, ouais, dis-moi Flavien, tout. on pourrait partager, tu sais, un peu ce qu'on a discuté la dernière fois sur tous les trois, enfin tous les quatre, sur la mobilité. Pourquoi une mobilité douce et puis, comme vous présentez, par rapport à une mobilité où tu peux gagner en charge lourde, tu avais un peu expliqué que les deux étaient Ouais, intéressants, mais je préfère te laisser parler. Enfin, ouais, c'est ça. Alors, moi qui suis quand même plutôt friand en plus de la musculation, c'est vrai que le, Ça se le, voit pas. le, le, les- le gain sur les amplitudes, le gain sur la souplesse, effectivement, de manière chargée. Je vais prendre un exemple tout bête, un squat. Vous avez une barre, je vous mets 100 kilos sur les épaules, je vous laisse 30 secondes comme ça. Je pense que vous allez gagner un peu au niveau de la mobilité de hanche, au niveau des chevilles, c'est certain. Par contre, est-ce que cette mobilité, elle est active ou elle est passive? C'est-à-dire que est-ce que derrière, ou demain, je vous demande de refaire ce même squat sans la charge, est-ce que vous allez réussir à avoir la même amplitude? C'est pas certain. Alors, effectivement, dans le temps, quand c'est réalisé de manière récurrente, vous allez avoir des gains, mais en gros, le travail de souplesse, de mobilité chargée, parfois n'amène pas non plus un contrôle volontaire de la posture. Et donc, c'est là où parfois un peu on va se dire moi je suis souple parce que ben voilà j'arrive à faire le grand écart si tu m'appuies dessus. Ok. Mais est-ce que tu arrives, par exemple, si tu te mets debout, à faire le Y toi-même tout seul, donc attraper ta cheville et à la mettre au-dessus de ta tête. Donc ça c'est deux choses qui sont un peu différentes. Et l'intérêt de cette mobilité c'est ça, c'est vraiment de se concentrer, d'avoir vraiment la pleine conscience d'une articulation, de vraiment visualiser le gain de la mobilité
sur une articulation, d'y associer une respiration, d'y associer des postures avec justement un mouvement assez lent, contrôlé, pour justement aller rechercher de manière volontaire cette nouvelle amplitude. Donc en fait, l'un servira à l'autre. C'est-à-dire que cette amplitude volontaire, consciente, servira par la suite justement au développement via ces mouvements plus chargés. Je sais pas si je réponds à la question. Oui, oui, c'était vraiment pour partager ce que tu avais dit, donc c'est top. Mais ça me fait penser, Flavien, si tu peux me permettre, ce que tu dis et les retours qu'on a eus sur certaines personnes qui vont préférer la mobilité et d'autres le développement, par exemple. Je pense que le conseil que je peux donner, c'est le même que ceux que les participants de l'étude que j'ai donné au début sur le marathon de New York ont retenu, c'est que même s'il n'y a pas eu de prévalence sur les blessures ou etc., ben en fait, eux, ça leur a fait plaisir de le faire, ils ont trouvé un intérêt, donc ils ont continué à le faire. Et j'ai envie de vous dire aux gens, de manière générale, ne vous posez pas toujours la question est-ce que ça va être bénéfique ou pas. Si vous aimez le faire, faites-le. Ça sera forcément bénéfique aussi pour votre équilibre à moins de faire n'importe quoi, mais on est d'accord. Et si quelque chose, même si nous, on vous dit que c'est bien de le faire et que vous lisez partout dans les études que c'est bien que le faire et que vous y croyez pas et que ça vous saoule de le faire, n'y allez pas, sauf si c'est vraiment un professionnel de santé qui vous l'a donné. Mais dans une pratique amateur, j'aime bien recontextualiser ça aussi. Non, c'est totalement vrai. Et puis c'est pour ça qu'en préambule, on a présenté la science comme un point d'appui, mais pas comme une vérité absolue. Parce que si à chaque fois on attend la science pour faire des choses, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais faites. Mais voilà, après, l'un des premiers conseils, c'est de tester, de voir comment vous réagissez, vous, avec tel ou tel type de séance, mobilité, pas mobilité, un peu de plio, pas de plio, renforcement plutôt chargé, pas chargé. Voilà, c'est après de voir vous, comment vous vous ressentez, quel est l'impact après derrière sur votre pratique spécifique, la course à pied. Est-ce qu'il y a un intérêt, pas un intérêt, est-ce que vous vous sentez mieux, pas mieux, et parfois juste une sensation, juste un bien-être, ou en tout cas un bon retour peut suffire à argumenter en faveur de quelque chose. Voilà. C'est bien, vous me coupez un peu l'herbe sous le pied parce que pour la petite conclusion de ces différentes parties, j'avais envie qu'on se fasse un petit peu chacun un résumé. Moi qui vous ai écouté, là clairement, voilà, on se rend compte il y a des choses qui ont été étudiées scientifiquement avec toutes les limites que qu'elles peuvent avoir. On se rend compte, en tout cas moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est que c'est avant tout de l'individualisation, que c'est en fonction de mon niveau, en fonction de ma pratique, en fonction de mes objectifs, en fonction de mes affinités, comme tu viens de le dire, Nico, enfin comme vous venez de le dire, Nico et Flav, est-ce que j'aime faire ça ou pas? Est-ce que j'ai l'impression que ça m'apporte un bénéfice? Et donc, je trouve que c'est ce que j'ai envie de retenir, c'est que ça prend vraiment d'être d'être bien étudié et d'être accompagné avec quelqu'un qui saura justement répondre à la demande que je vais avoir parce que si on prend 10 individus dans une pièce, les 10 ne réagiront pas de la même façon et les 10 ne progresseront pas de la même façon avec un même protocole. Donc, si je vous pose à vous, chacun votre tour, la question, qu'est-ce que, à la suite de de cet exposé, de ce webinaire, de ces études, de ces exemples de séances, quel est le message que vous auriez envie de faire passer? Quel est pour vous le message essentiel à retenir, même si vous l'avez déjà un petit peu euh, abordé? Je vais commencer par Flav parce que t'es le premier là dans ma liste. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de ça? Rester sur ma partie, sans justement déborder sur ce que je pense souvent dire Nico et Antoine, moi je dirais que le renforcement musculaire ne doit pas s'envisager trop à court terme. Et c'est un peu souvent moi ce que je vois là sur les études, c'est vraiment quelque chose qui doit s'envisager vraiment sur le long terme, mais pas à un an. Alors forcément, ça ne peut convenir à tout le monde, mais en tout cas, ça doit rentrer dans des habitudes pour vraiment tirer des bénéfices, parce que ça prend du temps et parce que pour que ces bénéfices soient vraiment durables et profitables, surtout dans un objectif long terme, justement de pouvoir courir le plus longtemps possible, d'avoir vraiment les bienfaits sur la santé, parce que la plupart des gens aiment courir, au-delà de la performance, c'est des gens passionnés par la course qui veulent passer du temps à courir. Et donc, le renforcement musculaire peut aider à ça pour courir le plus longtemps possible et vraiment prendre du plaisir le plus longtemps possible. Et donc, de l'intégrer le plus tôt, de manière même très parcellaire,
si c'est réalisé avec régularité et dans le temps, il y aura des bienfaits, et c'est certain, et pas besoin d'études pour savoir que par la suite, comme le disait Antoine, pour le maintien de la masse musculaire, masse osseuse, il y a énormément de choses qui seront complémentaires avec la course à pied. Donc voilà, moi c'est plutôt ça, c'est l'envisager non pas sur 10 semaines, une semaine ou un cycle, ou de se dire tiens, j'ai mon marathon là dans 3 mois, je me mets au renfort demain. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais je pense qu'il faut voir un peu plus haut. Voilà. Parfait. Nico? Je vais pas déborder sur. Je crois que c'est écrit après ma conclusion, mais du coup, je vais pas dire la même chose. Premier point, je Bien. dirais. Ah bah si tu veux. Allez. Euh, chez le coureur amateur, le renforcement, c'est pas forcément quelque chose dont les gains doivent être absolument quantifiés, pardon. C'est plutôt un outil qui participe à l'équilibre général et qui est très individuel d'une personne à l'autre. Je vous dirais, pour compléter ça, deux, trois petits points et je vais pas faire trop long. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est indispensable, comme n'écoutez pas ceux qui vous disent que ça sert à rien. Écoutez plutôt ce que vous avez besoin et ce que vous avez envie de faire, et faites-le de manière intelligente. Envisagez-le dans votre programmation générale de course à pied, parce que c'est elle qui prend le pas, bien évidemment. Et dernière chose, pour moi, et par beaucoup d'expérience sur le coup, que ce soit sur même des athlètes olympiques ou des amateurs, il vaut mieux, en termes de renforcement musculaire, placer le curseur un petit peu en dessous de ce qu'on serait capable de faire sur le moment qu'un petit peu au-dessus. Ça sera plus profitable à long terme. Donc, n'allez pas chercher la rupture à chaque fois au renforcement musculaire. Faites une pratique où il vous reste de la marge en fait, à chaque séance. Parfait. Antoine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à tout ça? Ouais, moi je vais me faire un peu, je fais un peu tête de con là-dessus, mais déjà on n'a pas parlé, mais moi on n'a pas parlé du transfert, et moi j'utilise toujours le renfort et derrière les athlètes vont toujours courir derrière. Donc on pourra en parler si vous avez des questions par rapport à ça, quand est-ce que le placer, quelle séance on peut faire derrière, l'intensité ou pas d'intensité. Pour moi le renforcement, comme dit Flavien, c'est plutôt sur du long terme. Aussi c'est un moment très ludique où on découvre des choses. Euh, Sûrement qu'il y a de la prévention de blessures, on a du mal à le dire, mais si c'est ce qui protège en kiné et ce qui rééduque, sur la prévention de blessures, c'est difficile de dire que ça va pas avoir un impact, en tout cas sur le long terme. Ensuite, il y aura des grandes différences entre vous habitez dans le nord, vous habitez en Bretagne, et vous préparez des trails, vous habitez en Corse, vous habitez dans les Alpes. On a quelques Là, questions comme là-dessus, hein, disait après. Nico, voilà, comme disait Nico, c'est une individualisation. C'est sûr qu'on va pas être dans la même chose. Et c'est pour ça que le dogmatisme de dire, comme disait Nico Andel, oui, il faut absolument en faire ou non, il faut pas du tout en faire, bah, en fait, ça dépend. Après, faut pas oublier, là, j'avais juste deux études, une qui est sortie en 2024 de Muniz, qui dit que, alors que je me gourre pas, donc sur la perte sur marathon, elle est corrélée quand même au volume d'entraînement. Ceux qui courent entre 2 heures et 2h30, c'est supérieur à 120 km semaine. Ceux qui courent en plus de 6 heures le marathon, c'est plus ou moins 30 km semaine. Et ensuite, le dernier, c'était celui de Sailor 2016, qui montre bien que la perf en sport d'endurance, elle est liée essentiellement au volume dans le sport. Donc, faut garder le renfort, mais garder à l'esprit que de toute façon, il y a un moment, il va falloir aller faire les bornes dehors, il va falloir faire le dénivelé, il va falloir faire du dénivelé négatif. Rien remplace si vous avez un UTMB avec 10 000 de négatif. Si vous faites pas de négatif, vous faites que de la muscu, ça va être compliqué. Ça semble logique, mais souvent on a ces questions-là. Donc pour moi, garder la spécificité et utiliser la muscu comme un outil dans votre santé globale et pour casser aussi la monotonie. Donc, voilà ce que j'aurais à dire. Parfait. Merci à tous les trois. Je vous propose qu'on passe aux quelques questions là qui ont été posées dans l'onglet QR et aussi dans le chat du webinaire. Euh, je vais essayer de reprendre essentiellement les questions qui concernent quand même le renforcement. Il y avait une question au début du webinaire sur la durée des séances de force. Environ combien de temps durait une séance de force? Et la même question pour l'hypertrophie. Nico ou Flav, est-ce que vous avez des recommandations ou encore une fois on est dans l'individualisation et ça peut être extrêmement variable. Je lui laisserai faire l'hypertrophie. Mais sur le renforcement musculaire, de manière générale, pour moi, une séance chez un athlète d'endurance amateur, c'est entre 20 et 45 minutes, rarement plus d'une heure, parce que c'est du temps qu'on n'a pas consacré à récupérer,
à s'entraîner dans la discipline spécifique, dont j'en reviens au fait, il faut pas trop renier dessus, sauf si la personne adore faire de la muscu et y passer 2 heures. Donc dans ce cas-là, ça serait peut-être moins bon à long terme pour sa perf en course à pied, mais pour son équilibre général et tenir au fil des années, ça sera peut-être tout aussi bon. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de règles. Euh, Contrairement, alors, l'hypertrophie, alors c'est pareil, il va falloir remettre dans le contexte, à savoir quel est l'objectif prioritaire. Si l'objectif prioritaire reste la course, effectivement, les séances ne pourront être pas trop demandantes en termes de temps, parce qu'effectivement, ça sera au détriment de la course. Si on prend par exemple des spécialistes de musculation, on est autour des 2 heures. C'est-à-dire qu'une séance d'hypertrophie, une séance de powerlifting, vraiment développement de la force, parce qu'on peut avoir des temps de récupération assez conséquents. Donc forcément, c'est des séances qui vont s'allonger et qui vont être assez conséquentes. Donc vraiment, si l'objectif c'est le développement de la force et le développement de l'hypertrophie, on va être largement autour de l'heure, voire plus pour les spécialistes. Maintenant, c'est pas ce que je conseillerais pour un coureur à pied. Je pense qu'on peut faire bien puisque on n'est pas spécialiste, donc c'est-à-dire que le stress à appliquer est quand même moins conséquent pour avoir des résultats, logiquement, sauf effectivement plus on va se spécialiser. Mais en tout cas, voilà, des séances autour des demi-heures, si c'est réalisé de manière régulière, je pense que ça peut être intéressant dans la spécificité de la course à pied. Bah, Flavien, pour rebondir sur ce qu'il disait, vaut mieux 2 fois 30 qu'une fois une. Ouais, 1 fois 30 que zéro, par exemple. Et souvent, c'est issu en fait du bodybuilding, la musculation, etc., ce qu'on peut lire. Mais le renfort, si c'est une base complémentaire et santé, il n'y a pas besoin de faire du renforcement optimisé. C'est comme si vous avez un gars qui fait un forceux de la musculation. Si demain il vous dit, ah, bah, je vais faire de la VMA et je vais optimiser mes seuils, vous allez rigoler. Eh ben, le raisonnement par l'absurde, je pense que c'est le même pour la musculation. Parfait. Une autre question, c'était un terme que je crois que c'est Flav qui a utilisé en début de webinaire également. Tu as dit à un moment donné taper dans le nerveux. Donc c'est vrai que c'est un terme qu'on peut entendre régulièrement quand on parle de musculation. Est-ce que du coup tu peux expliquer ce que ça veut dire que taper dans le nerveux? C'est pas Non, 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 non. Taper dans le nerveux, en fait, le développement de la force se fait par plusieurs voies. L'une des voies, c'est la voie effectivement nerveuse. Si je schématise, on va être dans la contraction, à la fois une synergie des fibres musculaires, donc des motoneurones aussi, donc la connexion, le fait que les muscles se connectent, les fibres musculaires se connectent en même temps pour générer de la force, ou alors une synergie entre les muscles. Ça, c'est en partie une des voies qui nous permet justement de développer de la force et de générer de la force. Il y en a d'autres, mais c'en est une. Et donc, quand on va chercher, par exemple, des paramètres assez lourds, ou même de la pliométrie, comme l'évoquait tout à l'heure Antoine, ou du sprint, parce que ça, on n'en a pas trop parlé, mais si on se met sur une séance, bon, il y a un peu de la pliométrie quand même, hein, mais si on se met sur une séance de sprint à fond, euh, on a cet impact nerveux, c'est-à-dire qu'on va aller chercher cette voie de recrutement pour développer de la force. Et donc ça, il peut y avoir une fatigue associée, ce qu'on appelle une fatigue nerveuse, donc liée à ce type de séance. Alors, je ne sais plus si c'était dans quel contexte que je l'ai dit. Euh, donc, je ne sais pas si quelqu'un s'en rappelle pour recontextualiser éventuellement avec mes propos. Non, mais taper dans le nerveux, c'est ce que tu dis. En fait, c'est une séance qui va te coûter nerveusement et tu vas sortir beaucoup plus fatigué que tu y es rentré, je pense aussi. Ouais, c'est ça. C'est quand... Et parfois, c'est un peu insidieux. C'est ça aussi que voilà, Ouais. je recontextualise. C'est que parfois, on ne se rend pas compte de cette fatigue-là. C'est-à-dire qu'une fatigue qui est métabolique, bon, on sent direct, on est vidé. Par contre, une fatigue nerveuse, elle peut s'installer de manière un peu sournoise et on ne s'en rend pas compte. Et donc, c'est pour ça que parfois, d'aller faire des séances souvent de haute intensité, qu'elles soient sur la charge ou qu'elles soient sur plutôt la course à pied, a un impact sur le nerveux et donc peut engendrer une fatigue nerveuse on peut mettre un peu de temps avant de découvrir. ça marche. Merci Flav. Question suivante. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dissocier le développement de la force pure et de la pliométrie? J'ai lu que le développement de la force était impacté négativement si travail de l'endurance ou autre dans la même séance. Je crois Euh, il y a plusieurs éléments là-dessus sur lesquels on peut revenir. les fameuses interférences. Ouais. Bah, après, là, c'est pas, ça dépend. C'est si tu fais de la force et ensuite tu vas courir. Là, c'est les fameuses interférences, on peut parler.
Et la force plus de la plio, c'est en tout cas ce qui a été mis, les études qui ont été mises en avant sur marathon, semi-marathon et 10K, donc sur route, parce que moi j'en ai pas vu encore dans le trail, mais sur route, c'est d'associer les deux. Donc à chaque fois, plus de gains en associant les deux qu'en en faisant que un et pas l'autre. Donc bon après, moi de ce que j'ai lu et de ce que je me forme, ça va plus dans ce sens-là. Après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Alors moi, je pourrais tout te dire. Je pourrais te dire que l'association des deux est très bénéfique. C'est-à-dire que, effectivement, on l'a vu tout à l'heure dans une étude que j'ai présentée, euh, on pourrait même parler de contraste de charge dans le développement de la puissance, c'est-à-dire qu'on va aller à la fois sur un exercice très nerveux, très lourd, associé à un exercice balistique ou pliométrique. Mm. L'association des deux est une méthode, donc ce qu'on appelle un contraste de charge avec différentes méthodes associées, pour développer la puissance, l'explosivité. Donc là, pour le coup, il faut les deux pour développer une certaine qualité physique. Ensuite, si effectivement l'objectif, il est le développement pur de la force parce que je suis un forceux, euh, bah, l'association des deux, la pliométrie n'aura peut-être pas de facteur sur la force à proprement parler, si je dois développer un squat à 250. Par contre, il peut y avoir un intérêt derrière. Et je pense que avec Mais Nico, sur Info pas à pas, ouais. c'est de ça, nous, dont on se sert. C'est que parfois, sur une séance qui peut être nerveuse, une séance qui peut être un peu fatigante, on peut avoir parfois une espèce de fatigue, on peut perdre un peu de pied, de qualité de pied derrière la séance, et donc parfois de rajouter un peu de pliométrie peut nous ramener un peu ces sensations de pied, de rebond, parce que bah, voilà, parfois la force endurance peut être lente, peut être un mouvement qui est sans pliométrie, donc qui est un régime de contraction particulier. Et donc parfois le fait de rajouter derrière nous permet de retrouver de bonnes sensations. Je te laisse Nico si tu veux tranquille là-dessus. Bah, la question, elle était plutôt sur la performance, vu comme elle est tournée, j'ai l'impression. Ouais, Et c'est il faut. ça. Et puis, Ouais. Vas-y, Nico. non, non, c'était surtout aussi que c'était la personne qui pose la question demandait l'impact sur l'association entre ce travail de force et l'endurance. Donc là-dessus, Ah, je pense pas qu'il y ait un impact négatif ou une interférence avec un travail d'endurance qui suivrait la séance ou le lendemain. Non. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été montrées entre des interférences négatives entre le développement de la force max et un développement VO2 max, par exemple. Donc, je sais pas si Nico, c'était Ouais. là-dessus que tu voulais aller Si, ou bah, mais ouais, je pense qu'après, ce qu'il faut pas oublier dans un contexte de sport d'endurance, on cherche à exprimer notre force sous la fatigue de l'effort spécifique. Donc en fait, finalement, si ton niveau de force absolu, tu le développes pas au taquet parce que tu fais un sport d'endurance, c'est pas la fin du monde. Donc en gros, et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que sur les fameuses interférences, la plupart des gens, ils s'entraînent pas assez pour qu'il y en ait pour de vrai. Moi, le premier, hein, attention, je sais pas quand je dis ça. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, AMPK, ça prend le dessus. Donc, AMPK, on va la faire simple, c'est la molécule de l'endurance sur mTOR, qui est la molécule de la force, pour vraiment schématiser que les gens comprennent. Et donc, effectivement, l'entraînement d'endurance minore les progrès en force, mais les annule pas. Quand inversement, par contre, l'entraînement d'endurance, si on en fait trop et qu'on veut développer sa force max, ça peut être gênant. Mais chez le coureur à pied, hors cas très particulier, il y a peu d'intérêt de vouloir pousser le développement optimal de la force max absolue, mais plutôt on est sur la force max relative. Et pour en revenir à la pliométrie, en fait, c'est une combinaison des différentes contractions musculaires. C'est pas une méthode d'entraînement comme la force max, finalement, c'est un outil qui va pouvoir, par exemple, permettre de développer la force max dont on va se servir. Donc, en fait, il faut bien différencier les deux. Pour revenir sur la perf pure et dure, tu vas essayer de développer un certain niveau de force, qu'elle soit maximale ou pas, qui va te servir dans ton entraînement d'endurance et de course à pied. Donc, faut pas tant se poser la question de si tu auras utilisé ta force max absolue ou pas. C'est ta force max relative par rapport à ton activité. et là, pour les Et sur interférences, donc le. ça, ouais, excuse-moi, je termine comme ça fait le lien avec ce que dit Nico. C'est là, j'avais une étude là, justement en plus qui a été faite dans le rugby sur des interférences. Effectivement, d'un sens, il va y avoir une combinaison de endurance vers force, où en gros les voies métaboliques seront beaucoup plus courtes en termes de récupération, alors que dans l'autre ordre, il faudra attendre beaucoup plus longtemps. Si vraiment on veut revenir à des niveaux de base. Mais encore une fois, comme Nico le disait, là, c'est si on veut tout optimiser.
C'est-à-dire, c'est si on veut vraiment optimiser le développement de la force et optimiser le développement de l'endurance. Chose qui existe très rarement dans tous les sports que l'on pratique, où c'est finalement qu'un pêle-mêle de régime de contraction et de qualité physique. Je ne dis pas qu'il faut forcément tout mélanger, d'accord? Mais il faut pas non plus en avoir peur, comme si c'était je vais faire ma séance de force et derrière je fais l'endurance. En fait, j'ai tout perdu. C'est pas comme ça que ça se passe. D'autant plus qu'ils ont montré que il n'y avait pas forcément d'interférence négative entre la combinaison des deux. C'est que parfois on a souvent des ressentis qui diffèrent. Je vais donner un exemple. Je vais faire une séance de force et derrière je vais faire mon endurance. La perception de l'effort en endurance sera beaucoup plus élevée si j'ai fait de la force avant. Mais par contre, les gains seront équivalents. Donc ça veut dire que c'est surtout que ça impacte la perception. Forcément, quand j'ai fait ma séance de force, je vais faire mon endurance sous fatigue, mais je vais quand même pouvoir progresser. C'est juste que la perception sera plus élevée. Donc voilà, faut pas en avoir peur. Et comme le disait Nico, ça concerne que des athlètes qui sont souvent très spécifiques et très entraînés dans leur domaine. Et donc dans ces cas-là, mais bon, quand on voit parfois certains crossfitters ou quoi, on peut quand même nuancer tous ces propos. Parfait. Ouais, Il y a pas... moi, je voulais juste Vas-y, terminer vas-y, Antoine. là-dessus que faut pas trop se prendre la tête. En fait, il faut faire avec votre emploi du temps. Souvent, j'entends oui, Ouais. mais je laisse combien de temps après la séance de muscu? Bah, si tu dois aller enfin, si ton coach t'a mis un entraînement juste après, enfin, après, et que tu dois le faire juste après, fais-le juste après. Si tu le fais le soir, tu le fais le soir. Enfin, en fait, on n'est pas professionnel. Même les professionnels adaptent. Donc, le but de la force, enfin de l'entraînement de musculation, faut savoir pourquoi on le fait, mais derrière, d'aller s'entraîner juste après, comme dit très bien Flavien, c'est juste que tu vas avoir une perception d'effort accru. Si par exemple il t'a mis une intensité de course après, bah il faudrait que l'intensité soit modulée par rapport à la fatigue, mais ça peut très bien s'enchaîner. Après, moi j'aime bien faire des séances où des jours où ils ont muscu, puis ils ont une séance euh, pourquoi pas d'intensité, au seuil ou peu importe, ça dépend. Après, c'est juste que j'en prends compte sur les 2, 3 jours d'après parce que ça veut dire que ça a été quand même conséquent niveau charge d'entraînement. Mais en soi, on peut s'amuser à faire pas mal de choses et juste être à l'écoute de comment réagit l'athlète. C'est des athlètes qui répondent très bien, des athlètes qui répondent moins bien, mais il faut garder à l'esprit qu'il faut faire selon votre emploi du temps sans trop vous prendre la tête. Complètement, point très important. Du coup, il y a pas mal de questions qui ont été posées depuis, donc je vais me permettre de faire une petite sélection pour essayer de reprendre les questions qui, je pense, intéressent le plus grand nombre. Il y avait une question dans le chat et pas dans l'onglet QR que je trouve intéressante, qui est souvent posée. C'était, peut-on remplacer le dénivelé positif par du renfort, si on peut pas le faire pendant quelques semaines? Ça, c'est vraiment une question qui revient très souvent, donc quel est votre avis, là-dessus, messieurs? Bah, moi, je te dirais, le cas pratique que j'ai présenté avec la personne qui était blessée, qui pouvait plus courir, en fait, c'est typiquement ça. Donc, c'est-à-dire que ça le remplacera pas dans l'absolu, mais c'est comme tout entraînement, en fait. L'optimal, il n'existe pas. Donc, si par moment tu peux pas aller faire du dénivelé, bah, tu vas compenser le fait de pas pouvoir en faire avec le renforcement musculaire. Donc, ça, c'est pas l'arme absolue, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ça fait un autre travail au niveau musculaire et c'est pas inintéressant, notamment comme disait Antoine, chez les gens qui habitent en plaine, par exemple. Ouais, Antoine, est-ce que tu veux moi, je compléter vais ça? utiliser Oui. Moi, je vais utiliser beaucoup le vélo. Donc, le vélo en fort sur du 50, 55 RPM, voire un peu moins, sur de l'endurance de force. Donc, ça peut être, je sais pas moi, 5 fois 5 minutes à 52 RPM. Après, il faut faire attention parce qu'on a eu cette discussion-là. Quand on met du 52 RPM, on peut quand même commencer avec des douleurs au genou. Donc, il faut être assez progressif au début. Pourquoi pas être sur du 70, 65 tours minutes en cadence. Et puis ensuite, augmenter, je trouve que la contrainte concentrique qu'on va amener sur le vélo est très sensible par rapport à l'effort de montée. Euh, donc, j'utiliserai le vélo et après la muscu. En fait, la muscu, je vais plus l'utiliser comme un moyen de faire de l'excentrique et de Ouais. faire de casser de la fibre parce que si tu peux pas faire de D+, ça veut dire que tu peux pas faire de D-. Et finalement, on peut en parler à tous les trailers. Là, c'est très bien de s'entraîner dans la montée et vouloir, mais finalement, ce qui va être le plus problématique dans vos trails, c'est le dénivelé négatif. Donc, la muscu, va utiliser ça en attendant que tu puisses faire du D- parce que rien remplace une descente comme on peut avoir, je vais prendre l'UTMB par exemple,
du Grand Col Ferret jusqu'à en bas de Et la Champé, c'est foulée. 20 km. Que bah ça, on peut faire toutes les séances de renfo qu'on veut et le vélo ou peu importe, rien ne remplace cette contrainte-là. Donc voilà. Mais pour le D+, j'utiliserai essentiellement essentiellement le vélo. Ouais. Et Si je peux, vas-y, Nico, si tu veux. non, et pour rebondir sur ce que tu dis Antoine, par expérience, les gens qui habitent en plaine, s'ils préparent un trail alpin, souvent il va y avoir un week-end choc ou quelque chose comme ça, des séjours à la montagne. Et là, le renforcement musculaire, là où il est intéressant, c'est de préparer ce week-end choc pour que la personne ne mette pas 3 semaines à s'en remettre et qu'elle mette plutôt qu'une semaine. Et je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est là que c'est intéressant. Et ça veut dire que c'est un support, mais ça remplace pas le spécifique. C'est ça, moi c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, il serait quand même enfin, erroné de croire que le renforcement musculaire peut compenser le Mm. volume que l'on va rencontrer sur la compétition. C'est-à-dire que je vais pas faire 2000 bob jump dans ma séance en me disant, bah tiens, j'ai fait le même nombre de sauts que de pas lors de la descente. Ça, c'est un peu utopique de penser ça. Mais par contre, effectivement, c'est comme si je disais à un athlète, bah t'as pas couru depuis 2 mois, bah vas-y, va me faire un sprint. Voilà, je suis pas sûr de le retrouver en bon état derrière mon sprint. Donc, pour ça, on va toujours maintenir une certaine sollicitation. On va dire qu'on va rester dans la sollicitation bah, de le régime de contraction, de la pliométrie, de l'excentrique, pour toujours le garder un peu alerte avec des fibres musculaires, avec un facteur un peu nerveux qu'il va retrouver lors de sa compétition. Et donc, il ne repartira pas de zéro. C'est-à-dire qu'il aura toujours un peu de vécu. Donc, certes, il risque d'en chier terrible, mais au moins, on peut peut-être parler, même si j'aime pas le terme, peut-être de prévention de blessure par rapport à ça, parce que bah, il aura toujours ce vécu de la contraction musculaire et il repartira pas de zéro comme si vous n'avez pas fait depuis 6 mois. Donc voilà, je le verrais plutôt comme ça. Exact. Donc, ce qu'on retient de ça, c'est que le renforcement ne remplace absolument pas la spécificité. Si demain on a besoin de développer une qualité, de mieux grimper, de mieux descendre, rien ne remplace le fait de grimper et de descendre. Par contre, dans un souci de gestion de la contrainte ou par impossibilité géographique ou logistique, le renfort est un très bon outil pour le renfort et le vélo, hein, puisqu'Antoine parlait du vélo aussi. C'était d'ailleurs une des questions qui était posée, donc c'est bien, tu as fait d'une pierre deux coups, tu as permis de répondre à une autre des questions. Mais voilà, le renforcement musculaire ou le vélo sont deux excellents outils pour compenser certaines contraintes. Voilà, pour faire Une le autre, parallèle avec, excuse-moi Nico, mais vas-y, avec vas-y. le dernier podcast de Nico Vandel, où justement il accueillait un sprinter, C'était Antoine bah le voilà, dernier. Pardon. c'est vrai, excuse-moi. Mais bref. L'avant-dernier. Donc, où effectivement, les sprinters sont les experts de la pliométrie, donc de cette qualité physique. Et pourtant, demain, on les met dans une descente de 1000 négatifs. Je pense qu'ils sortent pas forcément dans un très bon état. Et pourtant, ils mangent des gammes quotidiennement. Ils Et il passe du temps sont sous la très bons barre. sur. Ouais. Exactement. Et pourtant, ils passent du temps sous la barre. J'en ai fait les frais. Et donc, voilà. C'est pas forcément, le chemin est pas si tracé que ça. Parfait, rien ne remplace la spécificité. Euh, une autre question que je trouve très intéressante, c'était tout à l'heure, enfin, vous avez conseillé, faites-le si vous aimez cela et ne cherchez pas nécessairement la performance. Donc la personne demande si ça s'applique à tous les âges ou alors est-ce que le renfort devient un peu plus obligatoire pour des individus de 50 ans et plus. Je pense que c'est dans l'absolu, oui, mais c'est aussi dépendant de ton passé sportif, de ton passif, de ce que tu fais à côté. Mais bien sûr, en fait, plus tu vas vieillir, plus tu vas avoir maintenir tes niveaux de force et plus tu vas devoir varier tes pratiques aussi, hein, de toute façon. Donc, je dirais oui, clairement. Ouais, Antoine, ouais, je pense puis que tu... oui, puis là, ça pose une question que je vais pas répondre parce que sinon je vais me faire défoncer, mais de voir des gens qui viennent en cabinet de kiné et qui ont plus de 50 ans et puis qu'on leur fait des séries de 10 squats, 10 fentes au poids de corps, je pose la question, quoi. Moi, pour moi, c'est vrai que là, je vais donner mon avis, mais c'est, euh, je pense à partir de 50 ans, la perte de force est non négligeable et il faut l'entretenir. Et finalement, quand on a des personnes grabataires qui viennent au cabinet, on se rend compte qu'en fait, ils ont perdu toute leur force, pas tant leur endurance de force, mais ils ont perdu la force. Donc, et quand on perd la force,
On perd quand Flavien disait taper dans le nerveux, mais en fait, c'est ça qu'on perd aussi, c'est cette connexion nerveuse, c'est cet équilibre, c'est cette proprioception. La proprioception, c'est comment le corps se place dans l'espace. Et tout ça est lié avec du renforcement en charge lourde. Alors après, c'est vrai que c'est néanci. La charge lourde pour Flavien sera pas la même avec une dame de 60 ans. Mais c'est là où toute la progressivité rentre en jeu. Mais pour moi, c'est même une action de santé publique de mettre du renforcement voilà, à partir de 50 ans. C'est pour ça que j'utilise un peu toutes mes casquettes parce que selon l'objectif derrière, le renfort n'a pas le même poids en fait. Et puis, comme le disait Nico, ça reste une forme de croisement, c'est-à-dire qu'on permet de garder du volume sur la semaine en croisant les activités, parce que peut-être qu'effectivement, la pratique de la course à pied en vieillissant, mais je ne sais pas si les volumes sont possibles que lorsqu'on a 30 ans. Hein, est-ce qu'on peut se mettre les mêmes volumes que quand on est jeune? En termes de course à pied, je parle juste. Hein. Donc forcément, c'est aussi un outil, voilà, je l'utilise comme ça, comme un outil pour croiser justement et maintenir un certain volume hebdomadaire, comme on pourrait le faire avec la piscine, j'ai pu lire ça, comme on pourrait le faire avec du vélo, comme on pourrait le faire avec du ski, et voilà. Donc c'est juste un moyen aussi de ne pas sursolliciter bah, peut-être des articulations qui deviendraient douloureuses avec les années aussi. Et tiens, là, je rebondis sur ce que tu as dit, mais oui, tu pourrais faire exactement le même volume enfin, de charge, pas en kilomètres, mais enfin si, pourquoi pas, mais c'est juste que la durée, c'est pas la même. Ce que tu vas faire peut-être en 3 heures ou en 2 heures quand tu as 30 ans, te demandera deux fois plus de temps, mais plus tard à 60. Mais au final, si tu as adapté ton corps, et là, comme dit Nico, il faut voir aussi les antécédents que tu as avant et le passé de sportif que tu as. C'est sûr que si d'un coup tu commences à te mettre à marcher 6 heures par jour quand tu as 60 ans, euh, ça va peut-être être problématique, mais si tu l'as fait toute ta vie, que tu as mis du renforcement, pour moi, enfin moi en tout cas, c'est le but et c'est ce que je transmets à mes athlètes et c'est mon but à moi, c'est de me dire qu'à 70 ans, c'est sûr que je courrai pas aussi vite qu'aujourd'hui, mais si je peux aller faire des randos de 7 heures, je les ferai quoi. Il n'y a pas de limite en fait. Parfait. Je vois le chrono quand même qui défile. On commence à avoir un webinaire d'une durée assez conséquente. Je vous propose qu'on prenne une dernière question, parce que c'est pareil, je trouve que c'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser. Oui. Je vous lis la question. Vous n'avez pas parlé du repos. Est-ce que le lendemain d'une séance de renfort, il est préconisé de ne pas travailler le même groupe musculaire? Faut-il, par exemple, ne plus avoir de courbatures pour refaire une séance? Bref. Quelles sont les règles à respecter pour éviter au maximum de se blesser sur du renfort et pour le rendre davantage efficace? Donc en termes plutôt Ah, de périodisation des séances. je te dirais, moi, c'est les mêmes règles que pour l'entraînement spécifique de course à pied. C'est est-ce que tu as besoin et envie de t'entraîner fatigué? Par moment, oui, par moment, non. Et de manière générale, si tu t'entraînes tout le temps fatigué, pardon, ça se finit mal. Donc la réponse là-dedans, tu peux refaire une séance si tu as quelques courbatures. Tu peux chercher de faire une séance de renforcement musculaire en étant fatigué ou une séance de course à pied dans la même journée ou le lendemain en étant fatigué de ton renforcement musculaire. Tu vois, il y a toutes les options, mais c'est est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu en as vraiment envie de te mettre la galère dans ta séance de course? Parfois c'est nécessaire et tu as envie, parfois non. Donc de manière générale, quand tu t'entraînes sous la fatigue, c'est une forme d'intensité, donc il faut pas en abuser. Donc il n'y a pas de temps vraiment, c'est quand tu sens que tu as récupéré, que tu peux y aller, tu peux repartir, tu vois. C'est un peu la réponse de Normand sur le coup, mais c'est pour ça que j'ai introduit Celler en fait dans la première étude, parce que le principal en fait c'est vraiment l'entraînement dans la globalité, et c'est pas le game changer du renforcement musculaire ou la chose comme ça. C'est les principes de base de l'entraînement, ils s'appliquent aussi au renforcement musculaire, donc c'est vraiment dépendant. Et si nerveusement tu sens que tu es rôti et que tu vas rien faire de bon, bah des fois il vaut mieux rester couché, même si t'as pas de courbature, ou des fois bah tu as des courbatures, tu dis bah, j'ai envie d'y aller, je me module, etc. Ça va aller. Donc il n'y a pas la règle par rapport à tout ça, mais la règle c'est les principes de base de l'entraînement, hein, c'est alternance repos. Ouais, c'est vraiment là le cœur, je pense, à retenir, c'est ça, c'est cette gestion de l'entraînement, mais c'est finalement aussi parfois l'intérêt d'avoir un coach qui, lui, va faire ce travail-là de gérer la charge, parce que on peut accepter pendant une période aiguë d'avoir une fatigue accumulée. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire un week-end choc, on sait pertinemment que derrière ce week-end choc, on va être fatigué, courbaturé, on peut remettre une séance de course derrière sous fatigue, c'est pas un problème. Ce qui est problématique, comme l'a dit Nico, c'est le fait de faire perdurer ça dans le temps, parce qu'au bout d'un moment, le corps n'arrivera
plus à récupérer, à s'adapter. Et c'est là où surmenage, surentraînement ou blessure, c'est là où contre-performance, c'est là où ça peut intervenir. Donc c'est plutôt dans la durée. Mais ponctuellement, on peut s'octroyer ces phases de travail sous fatigue. Mais là où va se poser la question, c'est pendant combien de temps? Après, par rapport au renforcement musculaire, c'est pareil. Il faut aussi le voir en termes de euh, quand est-ce que je parle de renforcement musculaire. Si c'est tout au début, peut-être que la récupération devra être plus importante. Quand je dis début, c'est quand je démarre, quand je commence le renforcement musculaire, parce que la fatigue générée par ce type de séance va probablement être importante, surtout si j'ai peu de vécu. Donc ça veut dire que derrière, je vais avoir plus de courbatures, plus de temps à m'en remettre. Par contre, si on parle au bout d'un an, 2 ans, une séance de renforcement musculaire, ça se trouve, ça devient comme un easy run d'une demi-heure qui finalement ne laissera que très peu de place, peu de traces, pardon. Donc ça veut dire que c'est pareil. Quand je démarre et que je suis débutant, peut-être que la récupération méritera d'être un peu plus importante. Quand j'ai l'habitude, la séance de renfort qui serait peut-être même devenue une routine, et puis une séance qui durerait une demi-heure, bon, bah, celle-là, dès le lendemain, il y a quasiment plus de traces. Voilà, ça dépend de la nouveauté, si c'est un rappel, si c'est une routine ou pas. Carrément. Ouais, L'expérience est hyper importante. ouais, Antoine, tu voulais. c'est de se dire. Oui, c'est de se dire, et c'est là où c'est intéressant avec son coach, de se dire, OK, dans quel cycle je suis? Est-ce que finalement je suis dans un cycle de force max? Parce qu'il faut pas croire qu'on développe toutes les qualités en même temps. Donc, en général, on va essayer de prendre une qualité et on la développe. Donc, est-ce que là, on a mis le focus parce qu'on est en hiver et qu'on est loin des compétitions et que on veut développer cette force? On va mettre ça en place sur un programme de 6 semaines. Donc là, la séance de muscu est primordiale pour le développement. Donc, on va avoir des courbatures et on va avoir une phase de récupération, ou alors on est basculé sur une phase de spécifique où là, on ne devrait pas avoir de courbatures, et là, tu as des courbatures sur ta séance de renfort. Finalement, ça t'empêche d'aller faire ta séance de course à pied. Qu'est-ce qui était le plus important, ta séance de course à pied ou ta séance de renfort? Et ça, c'est avec le coach de savoir, bah ouais, là, tu as été trop loin dans ta séance de renfort. Moi, ce qui était important, c'est la séance de course à pied. Maintenant, tu peux plus la faire parce que tu as des courbatures, tu as les ischios qui sont douloureux, donc tu vas pas commencer à mettre de l'intensité en descente ou en bosse, peu importe. Donc, bah, on va la sauter, mais la prochaine fois, il va falloir faire plus attention. Donc, c'est savoir où on se situe dans notre périodisation, quelle qualité on développe, et là, savoir si c'est normal ou pas normal. Parfait. Écoutez, messieurs, je pense on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup de votre disponibilité, de votre temps, de vos connaissances, de vos compétences. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Vous étiez très nombreux ce soir. Je comprends que la durée du webinaire a fait que certains ont dû avoir certaines obligations. On n'avait peut-être pas bloqué un temps suffisant, mais voilà, toute l'intégralité va être rediffusé sur la chaîne YouTube du coaching du coureur. Ce sera accessible sur le site. On en parlera évidemment dans nos réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir retrouver. Euh, En ce qui concerne le renforcement musculaire, ben, Flavien et Nicolas sont encore avec nous dans le club de trail. Donc, le club est ouvert. Vous pouvez le rejoindre n'importe quand, dès aujourd'hui, si vous voulez profiter de leur cycle d'entraînement et de l'entraînement en course à pied fait par Antoine et puis Sébastien Champion, qui est notre autre coach responsable du club de trail. Donc, ça, vous pouvez le rejoindre directement. C'est accessible sur nos sites. Vous pouvez aussi passer par l'intermédiaire de nos réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir aussi les autres programmes de Flavien et Nico, vous pouvez aller directement sur les médias sociaux ou sur le site de Renfo pas à pas. Et puis après, si vous voulez aussi davantage de connaissances, davantage d'actualités, vous pouvez évidemment aller rejoindre les réseaux sociaux de chacun des intervenants ce soir. Euh, Messieurs, je pense qu'on peut conclure là-dessus, à moins que vous ayez encore une petite phrase à ajouter. Mais sinon, bah, un grand merci à tout le monde et puis à très vite pour un prochain webinaire au sein de Coaching du coureur. Bye bye, bonne soirée à tous. Merci beaucoup.